Nous avons au programme une séance qui est un peu originale, nouvelle en tout cas pour nous, puisqu'elle consiste à organiser la présentation qu'on va vous faire à deux voix, l'une qui est assez classique, celle qui vient d'Athémis et qui va être portée donc par Christian Dutertre, je vais y revenir dans une seconde, et une autre qui est pour nous plus nouvelle, puisque c'est une institution que nous connaissons depuis très récemment, et qui est l'association qui s'appelle Qualité de vie au travail et performance, qui est une association créée par des chefs d'entreprise, des entreprises, sur le thème donc qui est indiqué dans son titre, et avec lesquels nous sommes en train de faire un bout de chemin, voir ce que les uns et les autres portons peut faire ensemble. C'est une première, un bout d'essai. Si l'essai conclu et concluant et transformé, il y aura d'autres occasions. Sinon, on se verra autrement. Mais a priori, on peut espérer que... De toute façon, c'est sûr. Parce que ça, par contre, il y a une chose qui est assurée, c'est que c'est des gens qui savent vivre. C'est très important pour nous. Donc déjà, il y a un gage assez favorable à une amitié assez certaine, sous cet angle-là en tout cas. Un mot peut-être avant que je passe la parole à Sacha Génaud, qui est donc le créateur et le porteur de cette association. Un mot pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui ne connaissent peut-être pas bien, sur Athémis. Athémis, ça veut dire analyse du travail et des mutations industrielles et des services, dans les mutations industrielles et des services. Et c'est une structure qui est une structure de recherche et d'intervention qui est construite autour de deux idées. L'une, c'est de mettre ensemble des personnes qui sont inscrites dans des trajectoires professionnelles et sur des statuts différents. Certains sont des enseignants, chercheurs, comme Christian ou moi, et d'autres sont des consultants professionnels d'exercice plein. Donc ça fait des gens qui sont dans des pratiques de l'intervention tous, mais à partir de positions et sur des histoires différentes qui justifient, je dirais, leur travail ensemble. Derrière cela, c'est un point qui n'est pas négligeable pour nous, il y a une entreprise, je dirais, de remise à plat et de reconsidération de la différence classique entre travail de recherche et travail d'intervention, qui se fait sur un critère de distinction qui, pour nous, ne tient pas la route, et sans que pour autant on en conclue que la recherche et l'activité de conseil soient les mêmes, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Pour autant, la différence sur laquelle se fait aujourd'hui la distinction est justement à repenser. Donc il y a dans ce projet une ambition qu'on pourrait dire épistémologique sur le champ propre de l'activité de recherche, c'est-à-dire de création de connaissances, et le champ propre de l'intervention au sens classique, c'est-à-dire la transformation. Le lien évidemment entre les deux renvoie à une problématique qu'on peut dire clinique, et qui est le point donc d'assemblée de nos parcours ensemble dans Athémis. La deuxième chose, c'est que ces personnes, ou selon des universitaires ou des consultants, nous sommes dans des références disciplinaires différentes. Donc il y a là une problématisation pluridisciplinaire d'entrée de jeu, avec l'idée que les questions du travail débordent toute discipline, que, comme on dit, le travail est indisciplinable. Il n'y a pas de discipline qui à elle seule puisse prétendre le capter. Mais inversement, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui s'intéressent au travail. Donc c'est sur cette base
que l'on mobilise celles qui s'intéressent au travail et ceux qui, dans ces disciplines, s'y intéressent vraiment. Ça ne fait pas beaucoup de monde à l'arrivée, donc ils sont quasiment tous à Thémis, à part quelques-uns qui ne sont pas encore arrivés, mais ça ne va pas tarder. Et donc nous avons quelques ergonomes comme moi, et puis quelques rares économistes intéressés par la chose du travail comme lui, et quelques autres aussi évidemment. Alors ce point, voilà, c'est cette affaire-là qui nous tient et qui nous engage donc dans des problématiques d'intervention, de recherche, où finalement le point de fond, c'est la question de la centralité du travail. Centralité aussi bien du côté des enjeux de santé que centralité du côté des enjeux de performance. C'est sous cette hypothèse, dans cette perspective, que nous développons donc nos activités de recherche, d'intervention et incidemment d'enseignement. Alors évidemment, ça justifie assez bien le thème sur lequel aujourd'hui on va se retrouver, la question de la qualité de la vie, qui n'est pas sans raisonner, on l'imagine, avec la question de la santé, et puis la question de la performance, où évidemment la dimension économique s'impose. Ceci étant, derrière ça, justement, il va être question beaucoup entre nous de voir jusqu'où on est ou pas sur les mêmes lignes quant à ce que nous appelons qualité de vie, ce que nous appelons travail, qu'est-ce qu'on met dedans, et quel est le périmètre d'une performance que nous mettons en face pour que la résonance fonctionne, suite à quoi, évidemment, on regardera la façon dont cette résonance, on la fait jouer. Et c'est donc ça que va d'abord nous présenter dans un instant Yves Buxenschütz. Oula, je t'ai raté. Oui, Buxenschütz. Buxenschütz. Comme ça s'éternue. Comme ça s'éternue. Buxenschütz. Bon, pardon. Bon, oui. Et donc, qui va intervenir dans une seconde. Et c'est Sacha Génaud qui, donc, à qui je vais demander tout de suite de dire quelques mots sur l'association en question. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais essayer en quelques mots de vous dire qui nous sommes. Collectif Performance et Qualité de Vie, c'est une initiative qui s'est constituée au mois de mars dernier, donc nous sommes encore très jeunes, et néanmoins nous sommes déjà une cinquantaine d'entreprises qui couvrent vraiment tout le spectre, puisqu'on a des entreprises individuelles, des PME et des grands groupes internationaux. Et en fait, ce qui a motivé cette initiative, c'est que dans beaucoup d'entreprises, notamment évidemment chez les DRH en particulier, il y a une prise de conscience que la qualité de vie au travail apporte à la performance inévitablement une amélioration considérable. Alors même si chacun d'entre nous et d'entre ceux qui participent à cette expérience ont aussi des aspects, je dirais, d'ordre éthique, moral, sociétal, etc., ça c'est vrai aussi, mais le rôle de l'entreprise c'est aussi de se développer. Et donc, c'est un des axes sur lesquels cette association s'est constituée. Donc, je ne vais pas vous parler très longtemps de ce que nous faisons. Nous avons un certain nombre d'initiatives que nous sommes en train de mettre en œuvre, et celle-ci est l'une des premières d'ailleurs, avec une caractéristique, et c'est ce que vous allez certainement constater ce soir. Nous avons une volonté d'être très concret sur ce sujet, c'est-à-dire de parler beaucoup d'expériences entreprises dans les entreprises et qui ont réussi, qui ont apporté des résultats intéressants. Donc ce soir, vous allez avoir un monsieur qui a été directeur général de Danone qui va aborder ce sujet. Mais comme nous voulons aussi en même temps aborder un aspect beaucoup plus humain, beaucoup plus sociétal, eh bien c'est votre directeur scientifique qui va s'y coller ce soir. Donc je remercie Athémis de nous accueillir dans ce cycle de conférences, en particulier précisément Christian Dutertre, avec lequel on a beaucoup discuté, beaucoup évoqué, échangé, et avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Donc on vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et si tout à l'heure, après, vous avez des questions à nous poser, car nous sommes un certain nombre de membres aussi dans la salle, évidemment, on sera à votre disposition. Il est d'usage, et donc on va le respecter, qu'après la réunion que nous allons avoir jusqu'à 20h30, un cocktail est prévu derrière, auquel donc vous êtes tous invités pour poursuivre nos échanges sur un mode plus festif. Voilà, alors donc on va commencer sans plus tarder avec Yves Buxenschütz. Très rapidement, je n'ai pas fait Sup de Go, j'ai fait HCC, mais enfin je ne suis pas très loin, on est dans l'épicerie. Voilà, et je suis rentré chez Danone en 70. Enfin, je suis sorti en mai 68, je suis rentré chez Danone en 70, et après ça, j'ai passé 35 ans chez Danone.
Voilà. Bon. J'ai fait de l'organisation, j'ai fait du commercial, et puis après ça, j'ai été directeur général de filiale, puisque le groupe Danone est organisé en société pays, enfin métier pays. Hein. Vous êtes dans les produits frais France, dans les produits frais russes, dans les biscuits, machin, enfin je sais pas quoi, ce que vous voulez, etc. Et j'ai connu toute l'évolution du groupe, puisque je suis rentré dans le verre plat, je suis passé dans le verre d'emballage, j'ai fait du baby-food, de la bière, de l'eau, enfin voilà, etc. Alors, le premier thème, on va s'arrêter là-dessus. Le premier thème dont je voulais vous parler, c'était au fond quelque chose qui m'est apparu, tournant autour de quel est le rôle d'une entreprise. Pourquoi c'est important, quel est le rôle d'une entreprise? Parce que, contrairement à ce qu'on raconte régulièrement, je pense que le rôle d'une entreprise n'est pas de faire des profits. Je pense que, si vous voulez, pour aborder la question un peu différemment, quand j'ai tout à fait débuté ma carrière dans le verre plat, on faisait des panneaux de verre à dimension standard qu'on lirait sur des palettes. Or, le verre, quand vous vous promenez en camion ou en train, etc., frotte et il s'abîme comme les bouteilles. Quand vous voyez les bouteilles, elles s'abîment. Alors, on mettait des feuilles de papier journal entre les feuilles de verre. Alors, il y a un organisateur, j'étais organisateur, on nous a posé la question, comment automatiser la mise de papier sous verre pour les palettes de verre qu'on allait transporter, etc. Voilà. Donc, c'était typiquement le genre de question qu'on posait à un organisateur. Moi, j'étais plutôt administratif, mais enfin les industriels. Donc, on a inventé une machine à mettre le papier sous verre. Donc, vous aviez la palette avec les feuilles de verre. La machine, on mettait la palette dessous, elle prenait une feuille, pof, elle la couchait. Il y avait un gros rouleau de papier craft qui descendait une feuille, on coupait, on passait à la feuille suivante, on coupait, machin, etc. Donc ça a duré pendant un certain temps. Et 2 ans plus tard, il y a un gars qui est venu et qui a constaté que le verre était chaud, qu'il se promenait de manière horizontale et qu'il y avait un truc un peu particulier. Si on déposait un ruban de cellophane dessus pendant qu'il était chaud et qu'il refroidissait, la cellophane avait une espèce d'adhérence par contact, comme ça. Et qu'ensuite, on pouvait tout de même le couper. Donc, au lieu de mettre le papier sous verre de manière automatique, on a déposé avec un simple petit ruban, comme un rouleau de scotch, des petites lamelles de papier cellophane. On a coupé le verre et, en fait, on a répondu à une autre question. C'est-à-dire, la première question, c'était comment mettre le papier sous verre de manière automatique. La deuxième question, c'était comment protéger le verre quand on le transporte ou quand on le manipule, etc., etc. Manifestement, la première question est contenue dans la seconde, mais si vous vous posez la première, vous ne pouvez pas trouver la seconde réponse. D'accord? Donc, la question que vous vous posez est tout de même très importante. Et mon aventure chez Blédina, où je suis passé, vous allez entendre parler pas mal de Blédina, parce que j'y ai passé 18 ans, dont 7 ans comme directeur général, était, au fond, à quoi ça sert Blédina, comment le développer. Bon, vous voyez ici que, quelque part, dans une société, il faut arriver à se poser la bonne question. Or, nous vivions dans cette entreprise sur une question traditionnelle qui était, à date, nous détenons 50% d'un marché de 4 milliards de francs, on parlait en francs, soit 2 milliards de francs. Comment développer les ventes de petits pots, puisque le marché du bébé, c'est beaucoup de petits pots, de 5%. Bon, et on y arrivait plus ou moins, mais enfin, bon, c'était difficile. Et on a compris, on a formulé la question différemment. La question, on s'est dit, le métier de Blédina, c'est de nourrir le mieux possible 3 générations de 700 000 bébés, puisqu'en gros, en France, il naît 700 000 bébés, peu ou prou, bon, ça oscille entre 630 et 900 000, selon le baby-boom, les générations, tout ce que vous voulez, mais enfin, en gros, on peut compter 700 000, on ne se trompe pas beaucoup. Donc, il y a 2 100 000 bébés à nourrir, ils mangent 9 doses par jour, 365 jours par an, et une dose, ça vaut 2 francs 40. Ça valait 2 francs 40 à l'époque. Donc, le marché n'est pas du tout de 4 milliards de francs, il est de 16 milliards de francs. D'accord? Donc, nous avons 5 milliards de croissance possible à part de marché constante, c'est-à-dire sans cogner sur les voisins. Ce qui toujours entraîne des difficultés, n'est-ce pas? Parce que quand vous cognez sur les voisins, ils répondent. Bon. Donc, quelque part, j'ai compris ce jour-là que
à quoi ça sert une entreprise? Une entreprise, ça sert à remplir une fonction économique et sociale. Et si ça remplit cette fonction correctement, ça doit gagner des sous. Et si ça ne la remplit pas correctement, ça doit fermer. Et je l'ai expliqué à mes syndicats, tel quel. Je leur ai dit, c'est pas compliqué. Si vous nourrissez bien les bébés dans de bonnes conditions économiques et tout le bazar et tout ce que vous voulez, bon, vous aurez des promotions, des augmentations, des tas de trucs, je sais pas quoi. Si vous ne le faites pas, eh ben, un beau jour, on fermera votre usine. Et c'est d'ailleurs, ça n'est jamais que l'agrandissement du rôle d'un salarié. Un salarié, ça a quelque part des dons, des envies, et la société a des besoins. Il faut arriver à faire coïncider ces trois trucs le mieux possible. Si vous rendez beaucoup de services à un endroit où il y a beaucoup de besoins, on vous paye très cher. Si vous rendez pas beaucoup de services à un endroit où on a besoin de rien du tout, ça se termine mal. Voilà, c'est assez simple. Alors, j'ai donc compris que mon métier, c'était nourrir les bébés. À l'époque, j'étais revenu comme directeur général. Les règles du jeu dans les sociétés, c'est qu'il faut faire des résultats. Donc, on s'est dit comment on peut faire des résultats. Donc, il y a l'idée du marché, de croître. Alors on s'est dit, on va essayer de faire de l'innovation. Et on s'est collé comme objectif de faire 10% de croissance par an et 10% de résultats nets après impôt. Voilà. Et au passage, en gros, 18 mois de salaire pour les salariés tous les ans, puisqu'ils touchaient en gros 13 mois, plus 5 mois d'intéressement et de participation, puisque le groupe Danone avait installé des systèmes d'intéressement et de participation dans toutes ces sociétés depuis longtemps, que ce système avait été fait à des moments où les sociétés gagnaient 3 ou 4%, et que quand les sociétés gagnaient 10%, bah oui, la pente montait. Bon. Là, au niveau des salariés, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a au fond vendu ou présenté, on les a fait participer à une démarche qui a été très simple. Il n'y avait qu'une stratégie chez Blédina, c'était 10% net, parce qu'à 10% net, personne ne vous pose de questions. Le siège demande simplement si vous aurez bien les résultats prévus à la fin du mois. C'est tout. Bon. Et deuxièmement, 10% de croissance par an, parce qu'on avait compris que la croissance était un levier extraordinaire de productivité. Quand vous faites 10% de croissance, vous faites 7% de productivité et 3% d'embauche. Quand vous faites 10% de décroissance, il faut enlever 12% de gens. Hein, c'est un peu ça, les règles du jeu. Alors, bon, c'était la stratégie de tout le monde, et l'énergie était tournée vers la solution des problèmes, pas vers la recherche des responsabilités. On est passé d'une société du non à une société du pourquoi pas. Pourquoi on n'essaierait pas de faire tel truc? Bon, et c'est comme ça qu'on a fait des trucs comme... alors je vais vous en montrer quelques-uns. Donc voilà ce qu'on a appelé, nous, les lasagnes. Ça, c'est le plan d'innovation de 87 à 97 de la société Blédina. Vous avez ici tous les produits qui ont été lancés. Vous avez ici les dates. Les produits en bleu, c'est des produits nouveaux à l'échelle d'un baby-food. Hein. On n'est pas en train d'inventer Airbus, les gars. Hein. Quand on fait Blédi Soup, qu'est-ce qu'on fait? On a des copains dans la branche qui vendent de la soupe, Liebig. On leur dit, nous, il nous faut une soupe adaptée au bébé, il faut qu'elle ait ceci, un peu de fer, un peu de machin, un peu de truc, je sais pas quoi, etc. Et on va l'appeler Blédi Soup. Bon, pof. Et les rouges, c'est de la rénovation, et les produits passent systématiquement par une phase d'invention, une phase d'investissement, une phase de récolte, c'est-à-dire que le produit commence à avoir une rentabilité, et puis après ça, une phase d'abondance, c'est-à-dire que là, il commence vraiment à gagner de l'argent parce que les trucs sont amortis, les lancements sont payés, etc., etc. Voilà. Alors, au passage, notre deuxième objectif était de lutter contre le chômage à notre échelle. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, si on fait de la croissance, on ne sera pas obligé de licencier des gens. Parce que contrairement à ce qu'on pense, moi je préfère distribuer des lettres d'embauche que des lettres de licenciement. On a réussi par ce que j'appelle moi une offre compétitive. Une offre compétitive, c'est une offre, et c'est très important dans la situation économique générale et dans notre situation particulière aujourd'hui, c'est une offre qui fait qu'un monsieur ouvre son porte-monnaie et l'achète. C'est ça une offre compétitive. Bon, je dirais, le prototype de l'offre compétitive, c'est ça. Hein, personne là-dessous, on est tous malheureux, y compris les Roumains qui font la manche dans la rue ou les voltaïques, mais on a tous des téléphones portables. Ça veut dire qu'on se démerde par la porte ou par la fenêtre pour trouver les sous pour avoir un téléphone portable. Au pire, on le vole, mais enfin, on en a un. Bon,
Donc, si vous voulez, quelque part, il faut avoir une politique d'offre compétitive qui fait que des gens vont s'intéresser à ce que vous faites et vont vous donner de l'argent d'échange, et cet échange va rémunérer les efforts que vous faites. Voilà. Donc, on a fait ça. Et la deuxième chose, on voulait lutter contre le chômage. Alors, comme on voulait lutter contre le chômage, on avait une partie du problème qui venait du fait que, comme on faisait de la croissance, on arrivait à créer de l'emploi. Mais on avait aussi remarqué une chose, c'est que pour des raisons historiques et de bonne santé, on payait plus cher que nos bassins d'emploi. On était installé à Villefranche-sur-Saône, on était installé à Brive, on était installé à Steenvoorde. On payait en gros 20% de plus. Bon, parce qu'on était une grosse société établie, machin, tout le bazar, enfin, etc. Bon, on est un peu entre les fonctionnaires et la PME, quoi. Bon, quand vous êtes chez Danone, c'est tout de même un bazar, en gros, qui fonctionne jusqu'au jour où il se casse la gueule. Enfin bon, quand il se casse pas la gueule, ça va. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'on versait 18 mois. Bon, alors on s'est dit, on était à 37 heures, parce que c'était suite à la première expérience de passage de Mitran, etc., etc. On avait dit on veut passer en 2 fois, donc on a fait 40-37. Bon, alors on a dit, ben, à partir de demain, on va embaucher à 32 heures. Mais on va payer 32-37e. Ce qui faisait tout de même que les gens qui étaient payés 32-37e, ils étaient payés 20% de plus que le marché de l'emploi si vous teniez compte de l'intéressement de la participation. C'est un peu compliqué, mais enfin, les gens ont compris ça assez vite. En tout cas, on s'est engueulé avec les syndicats, bien sûr, mais moi je leur ai dit, tant qu'il y aura des gens dans la cour qui sont prêts à prendre les jobs, vous m'emmerdez pas, je vous signe un papier comme quoi je ne l'impose à personne. Je le propose à qui le veut, et ensuite on a embauché les cadres à 9/10. Donc, si vous voulez, ça nous a permis, en gros, de créer 200 emplois en 5 ans sur une entreprise qui faisait à peu près 1500 personnes. Donc, la conclusion de cette petite expérience, je m'arrête, je vois que j'ai beaucoup de mal à tenir dans les 10 minutes, excuse-moi, c'est que il faut arriver à mobiliser les gens et quelque part à les rendre heureux, parce qu'il faut voir l'atmosphère d'une boîte comme ça, c'est extraordinaire. C'est un taxi pour Tobruk en permanence, si vous voulez. C'est à qui inventera le blédi les poudres, le yaourt machin, le phosphatège, enfin je sais pas quoi, bon, ça sortait de partout. Et donc, si vous voulez mobiliser les gens et quelque part les rendre heureux, il faut leur faire vivre une aventure et être dans cette aventure dans de bonnes conditions. Bon, on a réussi pendant un moment dans cette société à faire ça. Voilà. Tu pourras critiquer tout ce que tu veux. Pas de problème. OK ? Donc ça, c'était la première expérience. Alors, là, on remonte dans les temps très anciens, dans l'histoire, que je n'ai pas connue, mais on me l'a racontée, donc je vous la raconte comme on me l'a racontée. En 1965, il existait une usine à Boussois-sur-Sambre qui faisait ce qu'on appelle de la glace en verre. En verre, vous aviez autrefois 2 métiers. La glace, c'est-à-dire 2 faces strictement parallèles, qui étaient ensuite argentées d'un côté et qui faisaient donc ce que le commun des mortels appelle une glace, mais qui en fait pour un fabricant de verre est un miroir, c'est différent. Et puis vous avez le verre à vitre qui est fait par une autre technologie, qui est moins sophistiquée, etc. etc. Donc l'usine de Boussois-sur-Sambre, 5000 personnes à côté de Maubeuge. Un jour, ils voulaient faire de la productivité, ça existait déjà, vous en faites pas. Et un ingénieur en organisation est venu, il a fait un très beau plan, il l'a rendu à la direction, et il pouvait gagner 600 personnes. Bon, c'était pas mal, sur 5000, bon, très bien. OK, on l'a félicité, on l'a payé, bon, il était tout content, il est parti, mais il était devenu un peu copain avec le patron de l'usine. Alors, 6 mois plus tard, il passait dans le coin, il allait voir le patron de l'usine, il lui a dit, tiens, on en est où de la réalisation du plan ? Alors, bon, enfin, il a fini par lui tirer les verres du nez, ils avaient enlevé 30 personnes. Ah, il a dit, il y a quelque chose qui a déconné dans notre histoire, puisqu'on a trouvé 600 personnes théoriques, et en pratique, on en a fait 30. Bon, alors il a réfléchi, et il s'est dit, au fond, il y a 2 paramètres quand on fait de la productivité. Il y a un paramètre qui est la technique. Bon, bêtement, je peux faire tout seul ce que 2 personnes faisaient, ou je sais pas quoi, enfin, je peux inventer un isogène à cardan, ou un bidule qui va faire ci, qui va faire ça, qui va simplifier, une machine à mettre le papier sous verre, ou je sais pas quoi. Et puis il y a un deuxième paramètre, c'est qu'il vaut mieux tout de même que les gens veuillent bien le faire, quoi, ou en tout cas qu'ils le mettent en place. Bon. Donc il a dit, là, le paramètre qu'on a raté, c'est la mise en place. Donc, comment je peux améliorer la mise en place ? Ben, il a dit, on va tenter autre chose, on va tenter de faire l'organisation avec et par les ouvriers, en 1955.
Donc, il a dit, si je veux que les ouvriers arrivent à faire de l'organisation, il faut que je leur apprenne un peu d'organisation, il faut que je leur apprenne un peu de travail de groupe, etc. Donc, il a monté des séminaires, il a fait passer les ouvriers par charrette, les cadres aussi, parce que enfin, tout le monde est passé à la moulinette. Et ensuite de ça, on a refait les études d'organisation tous ensemble. Alors, on n'a pas trouvé 600 personnes, on n'a trouvé que 540, parce que forcément, un peu de négo au passage, bon, des trucs qu'on n'avait pas vus, parce que quand on fait de l'organisation sur le papier, parfois on prend ses rêves pour des réalités, etc., etc. Mais quand il est revenu 6 mois plus tard, il y avait 500 postes qui avaient été supprimés et enlevés. Donc, il en a tiré la conclusion, c'est d'ailleurs la raison du nom de notre association, puisque moi je suis dans encore une autre association qui s'appelle Avec Épar, qui est les anciens des relations humaines de Danone, qui est qu'il faut faire les choses avec et par les gens. Voilà, parce que si vous les faites pas avec épar, vous devenez très vite contre. Voilà, c'est tout. Alors quand vous êtes contre, ça coince, ça fait de la chaleur, ça fait tout ce que vous voulez. Alors après ça, Antoine Riboud a repris ce thème de manière très officielle comment ça s'appelle ? Il a fait un discours à Marseille au CNPF, voilà, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, donc il a expliqué qu'une entreprise était en gros un bidule économique et social, et qu'on ne pouvait pas faire du bon social si on ne faisait pas du bon économique, et on ne pouvait pas faire du bon économique si on ne faisait pas du bon social. Il fallait avancer les pieds les uns derrière les autres comme si on marchait, sinon ça n'avance pas. Alors, on a même été, donc moi j'ai démarré dans ce métier-là, puisque j'étais service organisation formation, donc on était chargé d'organiser avec et par les gens. Bon, voilà, c'était pas toujours facile, mais enfin on a fini par y arriver à peu près. On est même arrivé à un moment où on avait fait un chantier, on a eu une période de 2-3 ans absolument un peu spéciale, quoi, qui s'appelait, on appelait ça entre nous les ACVT, amélioration des conditions de vie au travail, dans lequel on réunissait tout le personnel par paquet de vin, et on prenait des grands tableaux papier, et on notait tout ce que les gens voulaient. Ils avaient envie de quoi, il fallait améliorer quoi, on pourrait faire ci, je sais pas quoi, toutes les bonnes idées d'organisation, de je suis pas bien, de je suis mieux, de je sais pas quoi, etc., etc. Bon, et puis derrière, on essayait de faire. Bon, ça s'est perdu un peu dans les sables, pour être très honnête, parce que c'était un book, le book de méthodologie était gros comme ça. Il faut dire qu'on avait fait ça avec un McKinsey, donc les mecs de McKinsey, c'était plutôt des procéduriers, ils étaient déjà dans le process. Bon, mais tout de même, ça nous a aidé à faire un certain nombre de choses. Alors après ça, je suis parti au Verrerie du Gier, qui était une affaire de gobeletterie. Je vais tenir à peu près. Qui était une affaire de gobeletterie, et qui faisait donc de la vaisselle en verre. Alors c'était une affaire terrible, puisqu'elle avait toujours perdu de l'argent depuis 1945, et elle était montée jusqu'à 1700 personnes, et on en était rendu à 600, et moi, en 3 ans, je l'ai lâché à 200. Donc si vous voulez, puis la vallée du Gier, pour ceux qui connaissent, entre Givors et Saint-Étienne, là, c'était les bains de Marelle, en fait, etc. Tout y passait, quoi. Et puis en plus, alors c'était très, très, très particulier sur le plan syndical, puisque quand le maire perdait 2% de voix aux élections, il était communiste, crac, moi j'avais 3 heures par poste, quoi. J'avais 3 heures de grève par poste. C'était des métiers postés, etc., etc. Et là, un jour, un agent de maîtrise, on me dit, écoutez, on cherchait de la productivité partout, quoi. On crevait la gueule ouverte. Il faut dire qu'on avait en face de nous les verreries Cristallerie d'Arc, 20% du marché mondial. Eux, ils avaient 40 fours, on en avait 2. Donc, on inventait un truc, le samedi suivant, crac, ils le produisaient. Donc, c'était un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit aux gens, ils me disent, on a une idée, peut-être qu'on pourrait, on avait 2 ateliers de conditionnement, si on n'en faisait qu'un, peut-être qu'on pourrait... j'ai dit, écoutez, vous le faites l'étude, vous vous mettez tous ensemble dans ça, je vous donne 2 heures par semaine pendant 6 semaines, vous faites l'étude tous ensemble. Bon, alors ils sont venus prendre l'étude, tous, les ouvrières, les agents de maîtrise, les cadres, etc. Et ils m'ont dit, voilà, on peut gagner de nouveau 28 postes, etc. Mais on vous demande un truc, je dis lequel, on vous demande à participer au choix des gens qui seront mis en journée, mis en poste, enfin, etc. Parce qu'il y avait des changements d'organisation du personnel, etc., qui étaient importants. J'ai dit, il n'y a pas de problème à partir du moment où c'est quelque chose qui est paritaire. C'est-à-dire, si les gens ont le droit de dire, bah oui, on aimerait que Odette puisse continuer à garder son bébé, mais on voudrait aussi tout de même que l'usine tourne ou que ça ne soit pas simplement un passe-droit. Bon, voilà, donc, si vous voulez, on a mis ça en place. Alors, après, j'ai réutilisé ça assez souvent, et dans la phase où je vous parlais, puisque, en fait, en termes de temps, j'ai d'abord été au Verrerie du Gier, et ensuite je suis revenu chez Blédina comme DG. Pour vous donner une idée,
quand on a fait Blédichef, je pense que vous savez à peu près tous, compte tenu de vos âges, ce que c'est que Blédichef. C'est une espèce de petite assiette en plastique pour les bébés qui a remplacé les petits pots. Et Blédichef d'origine a 4 oreilles. D'accord? On casse les oreilles, ça permet d'enlever le couvercle. Pourquoi? Alors, parce que dans le petit pot, il y avait une garantie que le petit pot n'était pas ouvert, qui était le pop. Bon. Et je ne voulais pas qu'on fasse Blédichef s'il n'y avait pas une garantie. Bon, alors on discutait avec les gars de la technique. Les gars de la technique disaient, mais écoute, merde, c'est déjà pas simple ce truc à faire, mais si en plus de ça, il faut qu'on mette une garantie, on ne peut pas sortir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ben on peut injecter de l'azote liquide au moment du remplissage, etc. Ça va se rétracter, du coup, la mer verra que le truc n'a pas été ouvert, etc., etc. Et puis un jour, il y a le patron de l'entretien qui avait été chercher la machine pour faire les coupelles et tout, qui rentre, qui dit « J'ai trouvé la solution ». Il dit « C'est quoi ?» Il dit « C'est pas compliqué, on part de feuilles de plastique carrées et on fait un truc rond. Donc il nous reste les 4 coins. Si on soude les coins, on aura des preuves d'effraction. » Voilà. Donc si vous voulez, c'est intéressant parce que ça veut dire quelque part que c'est les gens qui ont trouvé. Et moi je me rappelle très bien, David Kechiche, un Turc immigré, le gars. Mais il était patron de l'entretien, il est rentré, il a dit « J'ai trouvé le truc, on a soudé ». En fait, c'était très psychologique, parce que si vous voulez, vous pouvez ouvrir les trucs et puis les ressouder derrière, etc. Mais les petits pots, on peut le faire aussi. On l'a appris, il y a eu un moment en Angleterre, un flic jaloux qui avait foutu des lames de rasoir dans des petits pots, enfin je sais pas quoi, et puis dans le métier du bébé, la sécurité, c'est important. Voilà. Donc, si vous voulez, on avait fait ce truc-là. Alors, la conclusion que j'en tire, si vous voulez, c'est que, quelque part, il faut... moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé, si vous voulez, que le boulot d'un directeur général, c'est de récupérer l'énergie des gens. Je vous embauche demain matin, on va se mettre d'accord assez vite sur le poste que vous venez pour un poste, bon, etc. On va se mettre assez vite d'accord sur le contrat de travail. Vous allez... On va se mettre d'accord sur le fait que je vous paye 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros par mois, j'en sais rien, selon la fonction, le truc, etc., etc. Le problème, c'est qu'ensuite de ça, une fois qu'on a fait le contrat, on oublie complètement de le gérer. Bon. Donc, on ne signale même pas aux gens qu'ils ont une prime d'ancienneté, qu'ils bougent leur feuille de paye. Et leur feuille de paye est tellement compliquée qu'ils s'en aperçoivent même pas. Bon. Donc, quelque part, je prétends que le boulot d'un DG, c'est de récupérer l'énergie des gens. Et que chaque fois qu'il donne 100 francs ou 100 euros, il faut qu'il essaye d'en récupérer un maximum. Et alors, on assiste à un truc assez curieux. Si vous prenez M. Taylor, M. Taylor définit la cadence de travail. Il dit un ouvrier qui travaille normalement est à la cadence 100. Un ouvrier qui donne l'impression de ne rien foutre est en général à la cadence 80. Et un ouvrier qui donne l'impression d'être totalement saturé, il est en gros à la cadence 120. Voilà. Il dit, c'est un monsieur, il a fait des chronomètres avec Taylor, en fait, etc. Bon, machin, truc. Bon. Alors je dis, les 3 composantes qui font que quelqu'un va bosser dans votre entreprise et vous donner plus que 100 pour les 100 que vous donnez, c'est quoi? C'est la motivation. Est-ce que j'ai envie de venir bosser le matin, de faire mon truc, d'améliorer ma machine, mon fonctionnement, de trouver des... je sais pas quoi, etc. Je vais donner 80 ou 120. Est-ce que j'ai des idées, moi? Le mec qui connaît le mieux comment balayer la cour, c'est le balayeur de la cour. Bon. Si on récupère mes idées, je vais donner 120. Si on ne les récupère pas, je vais donner 80. Si on me dit « tais-toi, t'es un con », etc., etc. Bon, machin. Bon. Et le troisième, c'est quand je bosse avec Serge, voilà, par exemple, ou avec Sacha, bon, où je dis « ça vient de chez Sacha, c'est encore pourri, recommencez tout », ou au contraire, je dis « ça vient de chez Sacha, c'est solide, vous pouvez y aller, vous construisez dessus ». OK? Et d'un côté, ça fait 0,8 par 0,8 par 0,8, ça fait 0,50. Et de l'autre côté, ça fait 1,2 par 1,2 par 1,2, ça fait presque 200. Donc en fait, pour le même billet de 100, et attendez, à ce prix-là, moi je donne 110, j'ai 200 d'énergie ou j'ai 50 d'énergie. Donc quelque part, je considère que mon boulot, c'est ça. Et je me suis aperçu au fil du temps, et c'est très intéressant dans un groupe comme le groupe Danone, qui a compris très tôt que récupérer l'énergie des gens, c'était important, etc., que tout de même, dans notre civilisation, on vit dans un système dans lequel il y a les chefs qui pensent et puis il y a les autres qui bougent les bras. Donc en fait, on fait très peu, c'est très difficile de faire de l'avec-épart, et on n'arrête pas de penser contre et pour. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais rien démonter, je vais simplement
bien sûr avoir un exposé d'une nature assez différente, parce que c'est un exposé qui ne va pas s'appuyer comme toi sur l'expérience, ta longue expérience de l'entreprise, mais qui va peut-être donner quelques éléments de repère pour essayer de comprendre d'une manière un peu générale comment on peut articuler la question de l'engagement des salariés et derrière la question de la performance des organisations. Et donc donner d'une certaine manière des éléments de repère généraux aux exemples que tu as pu mentionner à travers l'expérience qui était la tienne. Dans le titre de cette journée, de cette fin d'après-midi plus exactement, engagement des salariés et performance des organisations, il faut qu'on s'entende d'abord sur ce qu'on appelle la performance. Parce que selon la façon dont on aborde la question de la performance, bien entendu, on va voir les enjeux d'une manière différente. Et puis le deuxième point qui nous paraît très important, c'est d'essayer de comprendre en quoi, à travers l'engagement des salariés dans leur travail, se jouent pour eux des éléments décisifs, les 0,2 ou 100 ou 120, c'est-à-dire des éléments en réalité qui leur considèrent comme décisifs et qui vont avoir effectivement des effets dans l'activité de l'entreprise et derrière l'activité de l'entreprise, dans la performance de cette entreprise. Et donc, un des points compliqués à discuter, à analyser, à échanger entre nous, c'est d'arriver à comprendre le fait, la façon dont les salariés s'engagent, en quoi ça fait écho, ce que nous appelons à Thémis de la subjectivité, c'est-à-dire, on pourrait dire, la personnalité, la façon dont ils, à travers le travail, ils s'engagent pour se développer eux-mêmes, pour développer leur propre personnalité. Alors, mon exposé va être un peu en deux parties. Je reviens sur la question de la performance et d'autre part, je vais revenir ensuite sur la question de l'engagement. Sur la performance, quand je t'ai entendu commencer ton exposé en disant « l'entreprise n'est pas en charge de faire des profits », je me dis « c'est super, on est bien parti ». Voilà. Parce qu'effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas le premier objet. L'objet social d'une entreprise, c'est d'assumer un certain nombre de biens et de services dans une situation historique. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de performance, on entend comme principal, voire unique critère, la question de la rentabilité. En d'autres termes, entre ton exposé, qui reprend quand même une histoire industrielle que tu as indiqué, qui est début des années 70, et puis la situation actuelle, il y a quand même une transformation majeure. Alors je voudrais quand même la signifier, cette transformation. Pourquoi on est arrivé d'une situation qui était partagée, celle que tu as évoquée. L'objectif de l'entreprise, ce n'est pas principalement la rentabilité, c'est son objet social, à une situation où quand on parle de performance, on n'entend que finance. Alors, il faut reprendre un tout petit peu d'histoire. L'histoire industrielle, c'est en fait une performance qui se construit autour de trois registres. Premier registre, c'est exactement ce que tu disais à travers les pots de yaourt ou les trucs pour bébés. On offre des biens qui ont un certain niveau de qualité, des biens et des services qu'on va décrire à travers des logiques de qualité qui sont conçues à travers différents processus, mais qui visent à satisfaire des attentes, là des enfants, d'autres de circulation. En d'autres termes, la question de la qualité de ce que l'on vend est essentielle. Une fois que la qualité est stabilisée, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut faire, et sur le plan industriel, on est en capacité de l'énoncer à travers des normes de qualité, des repérages de la qualité, alors l'entreprise s'engage dans une logique où elle va chercher à rationaliser les moyens qu'elle utilise pour réaliser ses pots, et on va rentrer dans des logiques de productivité. La productivité, en économie, c'est tout simplement le fait de réaliser un certain nombre de biens avec comme objectif la qualité qui est énoncée, en essayant de réduire les moyens. Alors, ça permet soit de réduire les coûts unitaires des biens, et ça permet, avec le même niveau d'emploi, de produire plus. Voilà, produire plus. Et cette production en plus crée plus de richesses disponibles dans les sociétés. La productivité est donc le deuxième registre. Puis, ensuite, on a bien entendu la rentabilité. Et la rentabilité, dans l'histoire industrielle, c'est un résultat. C'est un résultat. Ce n'est pas le premier point, c'est le troisième point, la rentabilité. C'est la réalité, c'est la capacité, et il faut que les entreprises soient rentables, c'est ce que tu disais, si elles ne sont pas rentables, elles vont disparaître. Et si elles le sont, elles vont être en capacité d'investir, de se développer, et donc, et d'innover, c'est-à-dire de réaliser des pots de yaourt qui seront de plus en plus adaptés aux attentes des bébés ou des parents, et qui vont permettre une alimentation plus saine, de santé, de croissance, et donc améliorer les effets utiles de ces biens, de ces services.
En d'autres termes, la rentabilité va être réengagée dans un projet industriel, de telle manière que ce projet industriel permette et le développement quantitatif et qualitatif de ce qui est produit. Ça repose sur une situation, et tu l'as indiqué, ça repose sur une situation qui relève de marchés qui se développent. C'est-à-dire, c'est des marchés qui peuvent être en expansion, et c'est exactement ce que tu disais, ça n'empêche, quand les marchés se développent, on ne va pas chercher des noises aux voisins, en d'autres termes, là je reprends quasiment tes expressions, en d'autres termes, on n'est pas dans une logique de part de marché. Les parts de marché, c'est secondaire, les batailles entre entreprises sont secondaires, ce qui est principal, c'est de développer des biens et des services utiles, correspondant aux attentes des consommateurs et des ménages, dans des formes où les économies de moyens permettent ce développement. Ce qui se passe dans les années 80, c'est qu'on connaît une transformation majeure, absolument majeure. C'est ce qu'on appelle la saturation des marchés. C'est-à-dire que les marchés, la plupart des biens industriels, des pots de yaourt à d'autres, c'est aux automobiles en particulier par exemple, ces marchés deviennent saturés, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à se développer. Alors là, ça change la donne. Ça change la donne parce qu'on n'arrive plus, grâce aux gains de productivité, à développer des logiques de développement de l'entreprise. Et là, les choses commencent à se gripper sérieusement. Le modèle de performance industrielle, qui est de dire 1, la qualité, 2, la productivité, 3, la rentabilité, n'arrive plus à assumer des logiques où 10% de rentabilité sont atteints. Que faire? C'est là qu'on voit se mettre en place des systèmes qui ont renouvelé l'approche de la performance. Et le critère numéro 1 va être le critère financier. Alors ça ne se fait pas en un jour, c'est les processus qu'on appelle de financiarisation de la gouvernance des entreprises. Les personnages clés des entreprises, c'est les directeurs financiers. Le critère numéro 1, c'est le résultat financier. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fixé l'objectif financier, on crée les conditions de productivité, mais cette fois, cette productivité, elle va se faire dans une réduction du marché. Et donc, la productivité va conduire une stagnation du marché. Les effets de productivité liés à ces objectifs de rentabilité vont conduire à la réduction des emplois, des emplois, des emplois. Et ce n'est pas très motivant d'être dans une entreprise sur le plan de l'engagement personnel, pas très motivant d'être dans une entreprise où, lorsqu'on fait des efforts de productivité, on coupe la branche sur laquelle on est assis pour se retrouver ensuite licencié. Même si, après les annonces de licenciement, le cours boursier de l'entreprise augmente. C'est-à-dire la valeur actionnariale, objet de l'objectif numéro 1, augmente. Et on comprend encore que dans cette situation où alors la productivité engage des réductions de moyens dans des conditions un petit peu désastreuses, conduisent, in fine, à une baisse de la qualité. La qualité devient résiduelle. La qualité devient résiduelle. Donc, là, le regard de la performance, la façon d'aborder la performance, s'est profondément transformée entre les années 70 et les années qui s'ouvrent avec le milieu des années 80-90, avec une inversion des ordres des registres de la performance. Ce qui ne reste pas du tout sans effet sur les problèmes d'engagement des salariés dans l'entreprise. Il y a une deuxième mutation très importante qui relève des registres de la performance que l'on va avoir s'opérer à partir des années 90. C'est le fait que les activités industrielles, en se développant, en développant en termes d'emploi, continuons à se développer, eh bien, ont des effets externes négatifs, c'est-à-dire conduisent à de plus en plus ce que les économistes appellent des externalités négatives en matière environnementale et bien entendu aussi en matière sociale. Et ce n'est pas motivant de faire du boulot pas propre. Ce n'est pas motivant de faire du boulot qui conduit à la pollution, à la dégradation de la nature, à des animaux qu'on maltraite à travers l'industrialisation de l'élevage porcin. Ce n'est pas motivant.
de se retrouver en contradiction quand on est un salarié à l'exigence de développement durable. Ce n'est pas motivant. En d'autres termes, vous voyez que le développement industriel dans nos sociétés, en créant des externalités négatives de plus en plus importantes, de plus en plus discutées dans notre société, se trouve en décalage avec les enjeux de développement durable qui vont avoir un effet désastreux. Ce décalage va avoir des effets désastreux sur la question de l'engagement et de la motivation des salariés. Cinquième élément très important du monde des entreprises et des registres de la performance, c'est que, à peu près, toujours à la même période, une mutation significative s'engage dans les entreprises où, de plus en plus, ces entreprises sont amenées à mobiliser des ressources immatérielles, alors que traditionnellement, les entreprises industrielles avaient l'habitude de mobiliser d'abord et essentiellement des ressources matérielles, à travers des équipements, des matières plastiques, du verre. Là, de plus en plus, les ressources qui vont être mobilisées par les entreprises relèvent des compétences, relèvent de la confiance, de la qualité de l'information, de la pertinence de ce qui est fait, de l'organisation vis-à-vis des objectifs de l'entreprise. Ces dimensions immatérielles deviennent stratégiques. C'est-à-dire qui arrive à mettre en œuvre ces ressources immatérielles a une chance de s'en sortir dans la compétitivité. Qui est en décalage avec ces ressources immatérielles périclite. Les investissements immatériels deviennent des investissements essentiels. R&D, communication, formation, professionnalisation. Tous ces investissements sont à la clé actuellement de la réussite des entreprises, mais se pose une question nouvelle, c'est que ces investissements immatériels ont tous une dimension humaine. C'est-à-dire que tous les salariés sont concernés par ces investissements immatériels. La question de savoir comment on opère, qu'est-ce qu'on y fait, devient alors quelque chose d'essentiel qui va avoir un impact sur l'engagement des salariés. En d'autres termes, un des leviers, un des prismes à partir duquel on peut établir un lien entre l'engagement des salariés et la performance des entreprises va passer par cette question des investissements immatériels, de leur importance, de leur reconnaissance, de leur redéploiement et en dehors des investissements matériels, de leur capacité à se développer. Cette question va être absolument centrale dans le lien performance des entreprises, engagement des salariés. Et c'est très certainement un point sur lequel il faudrait rediscuter, y compris ce que tu as dit, Yves, quand tu as expliqué que dans le domaine de l'innovation, en réalité, la connaissance réelle, soit des processus productifs, par exemple du balayage, soit la connaissance intime des attentes des clients par la relation de service qu'établissent les entreprises avec leurs clients, ces connaissances-là, ce sont les salariés en situation d'exécution qui en ont une grande part. En d'autres termes, conduire à de l'innovation, conduire à une progression de ce qui est offert, passe par une capacité à mobiliser cette expérience, à lui donner un statut, à lui donner une reconnaissance. Et vous voyez qu'ici, un processus extrêmement important, et je partage complètement ce que tu disais à ce propos, un processus extrêmement important est à mettre en œuvre pour que ce lien engagement des salariés, performance des organisations puisse s'opérer. Alors malgré tout, il reste encore une deuxième dimension du problème que je suis en train d'exposer. C'est quoi la forme d'engagement? Pourquoi les gens s'engagent? Alors bien entendu, on s'engage si le restaurant est meilleur, si y a une salle de sport en bas, si l'environnement du travail est plutôt sympathique. Bon, c'est mieux. Mais ce n'est pas l'essentiel. Le problème n'est pas là. Quand on voit aussi à travers les désengagements des gens du travail, on peut se poser des questions. Quand vous avez le centre chez Renault, le centre de recherche, l'endroit, Billancourt. Quand on voit qu'il y a des suicides là, qu'il y a des retraits,
qu'il y a comment dirais-je, un absentéisme lié au stress et à l'angoisse que provoque la question du travail. Il y a des salles de gym, il y a les restaurants, j'ai bouffé là-bas, c'est pas mal aussi. Et ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. C'est mieux, c'est indéniable, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas. Pour aborder la question de l'engagement, il faut revenir sur la question de la subjectivité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pour vous et moi dans le travail, c'est-à-dire pour tout le monde. Alors, il se joue quelque chose de très important que mes amis ergonomes ont mis en évidence, et je les remercie. Je salue l'ergonomie comme discipline, beaucoup plus intéressante que l'économie. Vraiment, je salue ça. Ils ont montré depuis maintenant quelques années qu'en réalité, lorsque l'on s'engage dans un travail, on va avoir des objectifs, on va utiliser des outils. En d'autres termes, on va s'appuyer sur du prescrit, un environnement qui nous est prescrit. Mais en fait, pour bien faire, on ne fait jamais ce qui est prescrit. Pour aller vers l'objet, qui est celui de l'objectif de l'entreprise, la mission qui est la sienne, on ne respecte pas le prescrit. Si vous respectez à la lettre le prescrit, eh bien ça ne marche pas. Ça peut même exploser dans certaines situations. À Toulouse, il y a quelques exemples de ce type-là. Il faut, par rapport au réel que l'on rencontre, bidouiller, transformer, dépasser le prescrit, mobiliser en soi des ressources d'intelligence pour ne pas faire exactement comme il est demandé de faire, mais au contraire prendre en charge un écart entre ce qu'on a prévu de faire et ce qu'on rencontre réellement sur le terrain, dans le réel. Cet écart est le cœur du travail. Prendre en charge l'écart est le cœur du travail, et c'est la prise en charge de cet écart qui alors mobilise la subjectivité, tout son être, son caractère physique, son intelligence, son adaptabilité, sa capacité à comprendre l'autre, à l'écouter. Tout son être est engagé, tout son être. Le problème, c'est que quand on va revenir en termes de gestion, eh bien on va avoir beaucoup de mal à reconnaître ce travail réel, cet engagement réel, parce qu'on se cramponne au prescrit, on se cramponne aux objectifs qui ont été fixés, on se cramponne aux normes, et on ne voit pas combien il a été intelligent pour certaines de les remobiliser, pour d'autres les mettre à l'écart. Il se pose ici une question de la reconnaissance du travail réel. Sans reconnaissance du travail réel, il ne peut pas y avoir d'engagement. Et là, nous sommes, de mon point de vue, au cœur des enjeux, à savoir comment procéder au regard de cette reconnaissance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les gens ne sont pas reconnus, lorsque le travail réel n'est pas mis en évidence, n'est pas révélé, n'est pas admis, n'est pas accueilli, eh bien, deux mécanismes se mettent en place. C'est la psychodynamie du travail qui nous explique ça. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme de défense, de repli. Comme ça fait souffrir de ne pas être reconnu, comme c'était dur de réaliser le vrai travail, mais que ceci n'est pas reconnu, comme ça fait souffrir, alors un mécanisme de repli se met en place, de défense collective, qui se traduit soit par des situations où on se désengage, et dans cette forme de désengagement, généralement, on va toujours considérer que c'est les autres qui font mal, ce qu'on appelle l'égoïsme de métier, c'est toujours l'autre voisin, l'autre service, moi ça va, mais alors lui vraiment complètement nul, l'autre, désengagement et critique des autres, qui est contre-productif pour l'entreprise, entièrement contre-productif. L'autre situation, c'est que les gens qui ne sont pas dans une logique de désengagement, eh bien, ils vont retourner la violence de la non-reconnaissance contre leur propre corps.
on va être confronté à des logiques de maladie mentale. En d'autres termes, on va se porter très mal. Jusqu'à certains points, certains vont même se suicider. Et vous remarquerez, quand on fait un peu d'observation de situation, que les gens qui sont mal, qui ont confronté à des problèmes dépressifs, à des problèmes de burn-out, jusqu'aux problèmes de suicide, ce sont les gens les plus engagés. Ceux qui retournent la violence de la non-reconnaissance contre eux-mêmes, ce sont les gens les plus engagés. C'est-à-dire ceux que l'on souhaite mobiliser dans l'entreprise pour faire progresser la performance. Alors, il y a une troisième solution. Pour se dégager de ces deux impasses, la troisième solution, c'est d'organiser collectivement, institutionnellement, la reconnaissance du travail réel. C'est de prendre en charge la reconnaissance de ce travail réel. Et comment? Eh bien, il nous a donné quelques pistes. Je pense qu'il y a 3 grandes orientations. La première orientation, c'est d'organiser des dispositifs, mettre en place des dispositifs qui permettent, à travers les retours d'expérience, d'évaluer ce que l'on a fait individuellement ou collectivement, de comprendre la signification de sa réaction devant cet écart, de comprendre les raisons pour lesquelles on n'a pas fait exactement comme il était prévu, on a inventé une nouvelle solution, et en mettant des mots, en retournant sur cette expérience, se met en place ici un mécanisme de reconnaissance du travail réel. À des moments, la réaction n'est pas opportune. L'écart qui a été mis en place n'est pas forcément... on aurait pu faire autrement. D'autres situations, c'est très important d'avoir fait comme ça. En d'autres termes, à partir du moment où ce retour d'expérience s'organise, s'institutionnalise dans l'entreprise, cette évaluation des formes du travail ou de la forme de la coopération, des conditions dans lesquelles chaque salarié et collectivement ont fait face à l'inconnu, à l'écart, à la situation réelle, devient une source d'apprentissage. Et par les mots qui sont mis, par l'écoute qui est attendue, qui est apportée à ces mots, alors un mécanisme subjectif de reconnaissance et de valorisation de ce que l'on fait est enclenché. Le deuxième grand sujet, c'est la question de la professionnalisation. Ce qui motive, ce qui permet de se développer sur un plan personnel, c'est avoir le sentiment de se développer sur le plan professionnel. Ici, les retours d'expérience ont besoin en particulier de se faire par métier, de s'opérer à travers des groupes de pairs, des situations où il n'y a pas forcément toujours les chefs, de telle manière qu'on puisse sortir ce qu'on a à sortir, critiquer un bon coup la situation, dire les choses comme on le pense, échanger avec les collègues, trouver alors ici des formes de professionnalisation sur les métiers qui sont les nôtres, les faire évoluer. Ici, le deuxième sujet, c'est développer des dispositifs de professionnalisation, et pas simplement de formation, de professionnalisation, fondés sur l'expérience et les retours d'expérience. C'est ce que tu exposais quand tu disais on sollicite l'expérience. Ça n'a pas marché, puis tout d'un coup, le moment où on est venu pour dire mais vous, quelle est votre pratique, qu'est-ce que vous avez fait, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient et qui s'engage dans un processus de professionnalisation. Et la troisième dimension, le troisième dispositif institutionnel ou à instituer dans les entreprises, c'est des dispositifs d'innovation, à la fois de process ou de produits ou de services, mais qui partent de l'expérience de gens en situation d'exécution ou en situation de travail, parce que cette innovation peut aussi être des cadres, ce n'est pas forcément en situation d'exécution, il y a différents niveaux qui sont très importants à mobiliser. Évaluation du travail et de la coopération, professionnalisation, une innovation fondée sur les retours d'expérience sont les 3 formes de reconnaissance essentielles du travail réel. Là s'enclenche une dynamique vertueuse qui va permettre de mettre en correspondance à la fois la création de valeur pour l'entreprise, mais aussi la création de soi-même, et à travers ce processus, de la création de liens sociaux. Vous avez ici, du point de vue d'Athémis et du point de vue de nos réflexions ergonomiques, sociologiques, économiques, psychologiques, nous avons ici les dispositifs qui nous apparaissent être absolument stratégiques
pour faire en sorte que, effectivement, l'engagement des salariés conduise à la performance de l'entreprise, mais revisitée, et d'autre part, permettre le développement personnel de chacun. En d'autres termes, c'est une nouvelle façon d'articuler l'individu au sens de la personnalité de cet individu, et d'autre part, le collectif dans sa capacité à créer de la valeur. Ma question, c'était pour rebondir sur les dispositifs que tu énumères et que je partage. Par contre, il faut aussi parler, en face de ces dispositifs, on va parler de barrières à l'entrée, de la difficulté pour mettre en œuvre ces dispositifs dans un contexte où, là je parle de mes propres retours d'expérience, des problématiques de confiance dans l'entreprise, de confiance à plusieurs niveaux, hiérarchique et non hiérarchique. Alors, oui, donc Rémi Loubert, je suis industriel, on va dire. Je serais intéressé à vous entendre un peu plus sur la création de valeur, et notamment en la renvoyant à la définition d'une vocation d'entreprise, d'une finalité d'entreprise, parce que j'ai un peu de mal à savoir de quoi on parle, et comment on va identifier cette valeur créée par le réel de chacun des collaborateurs si elle n'est pas rapportée à quelque chose qui structure l'entreprise, donc à sa vocation, au-delà de la dimension économique stricto sensu. Oui, alors ma remarque porte, Mathilde Rubin, pardon, consultante dans une coopérative, ma remarque portait plutôt sur le lien avec les questions de management, bien entendu, et notamment le fait que, bon, en creusant un peu les propositions que vous avez suggérées, qui sont évaluées, les écarts professionnalisés, comment on gère l'innovation, comment on fait en sorte que s'il y a des dispositifs ou en tout cas des idées pour la mise en place de ces trois volets-là dans une entreprise, ça ne soit pas des choses qui se rajoutent. C'est-à-dire qu'en gros, la question du management, c'est plutôt comment on intègre ces questions-là dans les pratiques de management actuelles, avec en ligne de mire les pressions qu'il y a sur le reporting, les choses comme ça. Il est clair que le développement de notre niveau de vie dépend des productivités qu'on fait. Vous démarrez avec 10 gars qui peinent toute la journée pour labourer un champ, etc. Tant qu'ils n'ont pas fait de productivité, ils sont 10, ils arrivent à se nourrir, point à la ligne, et rien ne bouge. Jusqu'au jour où il y en a un ou 9, ils s'organisent différemment. Il y en a 9 qui arrivent à faire bouffer les 10, donc le 10e peut faire autre chose. Et cette autre chose, ça va être un progrès. Bon, ça va être le téléphone portable, je pense que vous voulez, l'aéronef, et tout et tout. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de... Comment c'est Schumpeter qui appelle ça la destruction créatrice, si vous voulez. Hein. Bon, c'est-à-dire que, si vous voulez, la société, elle ne marche que comme ça. Alors après ça se gère facilement, pas facilement, enfin, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on ne peut pas arrêter les processus de productivité. On peut les gérer mal ou bien, ou pas les gérer, ou les subir, ou tout ce que vous voulez, ça, d'accord. Mais autrement, les processus de productivité, ils ont commencé il y a 5000 ans, enfin je sais pas quand, et puis ils continuent, et ils continueront. Là, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'échappatoire, si vous voulez. Et d'ailleurs, nous sommes bourreaux et victimes, puisque nous, on voudrait bien avoir un peu plus tous les jours. Enfin, c'est François de Closet, toujours plus, si vous voulez. Bon, voilà. Et vous ne l'obtenez que par la productivité. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la question de la productivité, c'est une question économique essentielle. Et en particulier, c'est une des dimensions de la création de la valeur. Il y a la qualité de ce que l'on fait, mais il y a la productivité. Simplement, les déterminants de cette productivité, c'est la façon dont on fait de la productivité. Alors ça, c'est une dimension historique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la productivité de la même manière dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au démarrage de l'industrie, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, au moment où la grande industrie va s'imposer, taylorienne et fordienne, XXe siècle, et aujourd'hui. Une des questions qui nous est posée, c'est dans les modifications économiques contemporaines, quels sont les nouveaux déterminants de la productivité et quels seraient les déterminants de la productivité compatibles avec la question du développement humain. Voilà le problème. La productivité, c'est quelque chose de générique à l'économie. Mais quels sont les déterminants compatibles? Historiquement,
je ne vais pas aller trop loin, je vais me limiter au taylorisme, au fordisme, c'est-à-dire à la grande industrie dont on sort depuis les années 80. Historiquement, les grands registres de productivité sont au nombre de 4. La première, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. En augmentant la taille de la production, vous réalisez des économies d'échelle, vous organisez de manière plus astucieuse la production, et vous faites en sorte que les coûts fixes vont se répartir sur un plus grand nombre de produits et diminuer ainsi le coût unitaire des produits et les économies d'échelle. En lien avec les économies d'échelle, le deuxième déterminant de la productivité, c'est la question du progrès technique. On intègre du progrès technique et on se débrouille pour faire en sorte que, avec l'ingéniosité des uns et des autres, que finalement les équipements qu'on invente ont des rendements plus rapides, plus efficients. On est en capacité d'ailleurs souvent aussi de faire des intégrations d'équipements et d'aller jusqu'à des chaînes entièrement automatisées qui, à travers ces processus-là, accélèrent les processus productifs et donc gagnent en productivité. Troisième grand registre de la productivité historique, qui est lié à cette période, 1913 à peu près jusqu'à les années 80-90, c'est la spécialisation. Plus on se spécialise, Taylor est le roi de cette affaire-là, plus on divise le travail, plus on engage des logiques de routine, et à travers les logiques de routine, eh bien, on développe la productivité parce qu'on va s'habituer, on va aller de plus en plus vite, en étant quasiment mécanique. Le quatrième registre de la productivité est un petit peu différent. C'est un registre qui va être celui-là, l'intensification du travail. On va intensifier le travail. Alors, il y a plusieurs méthodes pour intensifier. Les temps modernes, Charles Chaplin, je pense que vous avez ça en tête, on le voit très bien, on accélère le rythme de la chaîne. Et là, il faut suivre le rythme, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Et donc, on accélère le rythme de la production ou on se débrouille pour continuer à faire en sorte qu'on continue aujourd'hui à travailler avec nos usages, là, nos technologies, nos téléphones, nos machins, on continue à travailler ailleurs. En gros, on intensifie le travail. C'est 4 grands déterminants. Le problème, c'est que ces déterminants, aujourd'hui, ils perdent de leur sens. Ils perdent de leur pertinence. Ils sont à bout de souffle. Ce modèle industriel est à bout de souffle. Cette logique industrielle est à bout de souffle. Et elle se retourne contre l'humain. Alors que c'était plus ou moins acceptable, avec des compensations salariales, avec une amélioration des conditions de vie, avec les congés payés, avec l'accès à la sécurité sociale, avec toute une série de choses. Alors que c'était à peu près acceptable parce que ça donnait à bouffer, pour reprendre ton expression d'abord, puis ensuite à l'accès à des biens d'équipement, et puis à des biens de consommation régulière, alors que c'était à peu près acceptable, ce n'est plus acceptable. Et c'est pour ça que les gens pètent les plombs, excusez-moi de l'expression, tombent malades, se désengagent. Et là, on a besoin d'une intelligence collective, de nous, beaucoup d'autres autres, de penser des nouveaux déterminants de productivité compatibles avec la dimension humaine du travail tel que je l'ai exposé tout à l'heure. Alors on a des pistes, on a des orientations, on a des propositions. Par exemple, une des premières pistes, c'est de dire ces entreprises sont de plus en plus des entreprises de services. La façon dont les bénéficiaires coproduisent le service, quelque chose de très important. Vous allez voir un médecin, il faut voir le même médecin. Si vous changez tout le temps de médecin, le médecin il va mettre du temps à comprendre ce que vous avez. Vous allez perdre en productivité à force de changer de médecin. Dans le monde des services, lorsque vous changez trop vite de prestataire, le bénéficiaire perd de la qualité, mais aussi des effets de productivité. En d'autres termes, les économies d'adoption, s'adopter, se comprendre, devient un critère de productivité. Il y a un deuxième déterminant de productivité intéressant dans les dimensions immatérielles, c'est se comprendre. Aujourd'hui, c'est la mode des mails. Alors, on reçoit des milliers de mails. Moi, j'ai tellement coulé que j'ai tout laissé tomber. Mais bon, on reçoit... mais on ne se comprend rien. Le nombre de dysfonctionnements que se provoquent ces mails, on ne comprend absolument pas l'intention de l'autre. On croit se comprendre, mais c'est l'inverse. On détruit de la valeur. Parce qu'on peut aussi détruire de la valeur. En d'autres termes, on a un usage absolument inefficace et inefficient de ces technologies qui se prétendent être essentiellement efficaces. On est noyé par beaucoup trop d'informations. Les informations pertinentes qui permettent de la communication sont de moins en moins nombreuses.
revenir à la question de la communication, comprendre les intentions de l'autre, comprendre la façon dont l'autre aborde un problème pour pouvoir mieux coopérer avec lui, c'est une source de productivité. La compréhension de l'autre pour coopérer, c'est la source de productivité. Puis enfin, si vous voulez, c'est ce que j'appelle les intégrations immatérielles. Certes, les outils comme ça sont utiles, ces trucs-là sont utiles, mais en réalité, on a besoin d'autres outils ou d'autres choses, c'est-à-dire des façons de penser en commun, partager des façons de penser, de comprendre ce que l'on fait, partager des références, des doctrines, avancer dans des doctrines communes, professionnelles, intellectuelles, mettre en place une compréhension du monde partagée. Il nous faut aller vite, mieux et vite. Voilà. Ça, c'est des éléments de la création de la valeur qui sont essentiels, mais vous voyez, c'est une modification contemporaine de la question de la création de la valeur. Et les déterminants que je viens de vous souligner, qui ne sont pas les déterminants industriels, que j'appelle dans mon jargon des déterminants serviciels, ces déterminants de productivité sont compatibles avec les éléments de compréhension humaine que je vous ai exposés tout à l'heure, c'est-à-dire des formes de l'engagement, parce qu'ils sont compatibles avec la question de la reconnaissance du travail réel. Pour moi, ce que je retiens de tout ça, ça se retrouve autour d'une notion qu'on a souvent développée ici, et qui est l'idée que la caractéristique des ressources immatérielles, et notamment donc humaines, la science, la pertinence, la coopération, la réputation, etc., sont des ressources et sont les seules de cette nature qui peuvent s'augmenter dans l'usage. Autrement dit, à la différence de toutes les autres ressources qui ne peuvent que se consommer, c'est-à-dire se dégrader, se perdre dans l'usage, et où la question de la productivité, c'est d'en faire un usage économe, c'est-à-dire d'en consommer le moins possible par rapport à un résultat donné. C'est l'enjeu de la productivité et donc du principe d'économicité classique dans un rapport à la ressource qui est essentiellement une ressource physique. Un système économique efficient, s'il consomme des ressources naturelles, il ne peut pas faire que les consommant, il les augmente. Forcément, il les réduit. Donc, il a simplement la responsabilité de les consommer de la manière la plus économe possible et donc de le consommer au moins possible. S'agissant des ressources immatérielles, c'est quelque chose qui bascule totalement, puisqu'il se peut, ça n'a rien d'automatique pour le coup, mais il se peut que dans la manière d'en user, on les augmente. On augmente la confiance en la sollicitant, on augmente la compétence en la demandant, on augmente la coopération, l'intersubjectivité, la santé. C'est-à-dire les dimensions de la puissance peuvent s'augmenter dans l'usage. Et ça, c'est totalement inédit du point de vue gestionnaire, parce que le ratio classique de la productivité, l'output sur input, suppose que quand même, ils évoluent dans une certaine direction, sinon on ne peut pas rien faire. Or, si vous avez au dénominateur quelque chose qui augmente, vous avez une modélisation du ratio de productivité qui explose. Autrement dit, on a conceptuellement, à travers cette émergence de cette dimension de la ressource immatérielle et du caractère donc possiblement en augmentation dans l'usage, une révolution sur la catégorie même de la productivité, ce qui pose du point de vue instrumental des questions très complexes à la gestion pour savoir comment elle relaie ça, et qui rejoint notre affaire du côté de ce qu'on appelle donc ici aussi l'idée d'une mutation, ou en tout cas d'une inflexion, d'un management qui au départ est essentiellement un management du résultat, un management, pour reprendre après tout l'expression que vous avez prise, avec et par la ressource. La responsabilité de gestion devenant pas simplement le résultat, voire peut-être pas principalement le résultat, celui-ci devenant un effet induit, d'un management d'abord centré sur la manière d'user d'une ressource qu'il peut augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de la création de valeur dans l'augmentation d'une ressource mobilisée pour créer elle-même du résultat. Et la modalité donc de la mise en circulation, en tension entre les différentes dimensions de la performance change complètement. Et la question alors de la réflexivité dont parlait Christian, c'est-à-dire comment la manière d'engager les ressources et les affects d'une manière qui a un effet positif et pas négatif, nous fait rejoindre complètement le thème d'aujourd'hui, la question de la qualité de vie au travail, devenant finalement une des manières de se ressaisir de la question dans ce rapport avec la performance. Donc là, on est vraiment au cœur de nos affaires. Je voudrais justement témoigner à propos de la productivité
d'abord d'un phénomène qu'on peut qualifier de nouveau, qui a été identifié aux États-Unis il y a un peu plus de 10 ans et au Canada, qui en fait concerne le désengagement. Et donc ça veut dire ceci, c'est que dans une entreprise, lorsque les gens sont désengagés, elle perd énormément d'efficacité. Et donc les Québécois qui sont concernés ont donné un nom à ce phénomène, le présentéisme, par opposition à l'absentéisme. Et des études qui ont été faites aux États-Unis par des laboratoires ont démontré que ça coûte horriblement cher aux entreprises. Car l'absentéisme, on peut le mesurer et on peut agir. Le présentéisme, c'est quasiment impossible. Bon. Et donc, moi, je peux vous témoigner dans l'association que je préside et puis un livre que j'ai fait, d'un certain nombre d'entreprises. Il y a ici un monsieur en face de moi, je connais bien, qui a été DRH de PepsiCo, d'entreprises de toutes les tailles, qui sont sur des marchés très concurrentiels en France, qui gagnent aujourd'hui de l'argent, c'est-à-dire qui sont à plus 10 de résultats tous les ans. Et dans lesquels, précisément, la confiance dont vous parliez, madame, a été rétablie parce qu'il y a une espèce de lien qui se crée entre les différentes strates de la société. Et en fait, on voit très bien que les entreprises aujourd'hui qui ne prennent pas en considération ce problème humain, moi je vais vous dire, dans l'association, il y a 50 entreprises aujourd'hui. Elles ne sont pas toutes vertueuses, elles essaient, enfin je veux dire, je ne vais pas vous dire c'est formidable, extraordinaire, etc. Ce que je peux vous affirmer, c'est que les gens qui les représentent, qui sont présents dans le tour de table, ce sont tous des militants. Et des militants qui sont directeurs marketing, directeurs commerciaux, DRH, DG, et donc pour les PME, parfois même PDG. Donc ce sont des gens qui sont dans la direction. Eh bien ce sont des militants, d'abord parce que cette situation les insupporte individuellement, mais aussi parce qu'économiquement, c'est une nécessité absolue. Et je pourrais, juste pour terminer, vous citer toute une série d'entreprises, petites ou grandes, qui ont d'excellents résultats, mais dans lesquelles ce travail a été fait. Et le vrai problème, il a été aussi un peu abordé tout à l'heure, c'est le problème du management, parce que toute cette génération a été très bien formée, ils ont appris énormément de choses, on leur a jamais parlé de l'intelligence sociale, et ils ne savent pas que pour obtenir quelque chose des gens, eh bien, il faut parler avec eux, s'en occuper, les respecter, les reconnaître. Donc ça, c'est sûr que vous avez raison, dans beaucoup d'entreprises, dans la majorité des entreprises aujourd'hui en France, on en est là, vous le disiez, mais il y a un phénomène, il y a un mouvement qui est en train de se développer, et bon, nous espérons très modestement être porteurs et acteurs de ce mouvement. Il y a un point quand même assez important pour à la fois renforcer les questions de confiance, c'est ce que tu viens de dire, Sacha, qui est le problème suivant. Si on gagne en productivité, quelles que soient les conditions dans lesquelles on gagne en productivité, mais qu'en même temps, ces gains de productivité se traduisent par des pertes d'emploi, il y a un souci. Il y a un souci parce que... Alors attends, je voudrais compléter, parce que si tu veux, pour moi, il y a une couche de productivité très importante qui vient de se passer, dans lequel on est tout juste en train de sortir, qui a été la mondialisation. C'est-à-dire que, quelque part, les industriels à qui on dit il faut remplir une fonction économique et sociale, et qui ont plutôt glissé vers l'économique, ce que tu expliquais, etc., et le financier, eux, ils ramassent tout ce qui passe pour améliorer le système qui fait que je veux plus de biens avec mon salaire, mon truc, etc. Bon, un beau jour, on leur a mis à disposition les acheteurs. C'est pas compliqué, ça a commencé par les acheteurs de la grande distribution. Les acheteurs de la grande distribution, moi je me rappelle, dans mes fonctions, j'ai été amené à voyager pas mal. Il existe un endroit dans le monde dans lequel les chemises valent moins cher qu'ailleurs. À l'époque, dans les années 90 ou 2000, c'était les États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Bon. Et puis il y avait d'autres trucs. Bon. Et les acheteurs de la grande distribution ont commencé à prendre l'avion et à aller acheter les trucs moins chers là où ils étaient le moins chers dans le monde. Bon. Donc, quelque part, ça a créé une pression sur la compétitivité et donc la productivité des entreprises. Après ça, il y a eu un phénomène massif, unique, qui a été la Chine. On a vécu le système européen dans un système dans lequel des pays à développement comparable se sont aidés mutuellement. Si vous vous rappelez, quand le Portugal est rentré dans l'Europe,
les Allemands, les Français, les Anglais, on a tendu la main aux Portugais pour qu'ils arrivent, pas tout à fait, mais à 80 ou 90% du niveau de vie des Français. On se dit ça va être pareil avec la Chine. Le problème, c'est qu'il y a 15 millions de Portugais, mais il y a 1 milliard de Chinois. Donc, ça a fait des à-coups dans les systèmes productifs et nous nous sommes retrouvés dans les règles mondiales qu'on avait établies, qui étaient des règles de relativement, je dirais, pas beaucoup de droits de douane. Enfin, la promotion générale, c'est le libre-échange. Les coûts de transport mondiaux sont nuls, parce que c'est des coûts de transport maritime qu'on n'a jamais réussi à réguler, etc., etc. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un Chinois qui bouffe un bol de riz pour 10 € par mois, en compétition avec un Français ou un Anglais ou un Allemand, etc., etc. Donc vous avez la productivité s'est faite au niveau mondial. Alors on dit, ah oui, mais quand les Chinois vont commencer à devenir un peu plus riches, ils vont faire la grève, etc., etc., puis ils vont augmenter, puis ils vont nous rattraper. C'est d'ailleurs ce qui se passe quelque part. D'ailleurs aujourd'hui, c'est plus les Chinois qui vraiment nous emmerdent, c'est les Vietnamiens, et puis après les Vietnamiens, ce sera les Philippins, enfin, etc., mais ils sont moins nombreux. Donc si vous voulez, il y a une première chose qu'il faut tout de même voir dans l'histoire de la productivité, c'est que la couche de productivité au travers de laquelle nous sommes passés, c'est celle de la mondialisation, et celle-là, les pays développés l'ont, entre guillemets, mal gérée. Ils ont pensé que ça allait se gérer tout seul. C'est exactement comme la démographie. On vous dit, il n'y a pas de problème, quand les pays se développent, la démographie se régule. Ce qu'on n'a pas observé, mais que tout de même quelques historiens ont regardé, c'est qu'entre le moment où un pays se développe et le moment où la démographie devient 2 enfants par famille, il y a un siècle qui se passe. Moralité, l'humanité va aller à 15 milliards de personnes. Direct. Malgré la Chine qui a mis des freins un peu quelque part. Alors, ça, c'est un premier phénomène de productivité qui l'a rendu terriblement difficile pour les pays ex-développés, en particulier européens. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils se sont trouvés dans des compétitions dans lesquelles, quelles que soient les astuces et les inventions qu'ils pouvaient faire, ils n'arrivaient pas à tenir, sauf avec des offres de produits très différentes, haut de gamme, Hermès, Airbus, je sais pas quoi, des machins. Mais pour faire du riz, bon, attendez, du riz, c'est du riz, quoi. Voilà, bon, il y a un moment où ça va pas plus loin que ça. Alors, la deuxième chose, c'est tout de même que, ça c'est une théorie extrêmement personnelle. Je ne sais pas comment vous allez la recevoir. Je pense que, si vous voulez, dans la productivité, notre machine économique est basée sur la productivité. Au fur et à mesure que vous faites de la productivité dans l'histoire, vous donnez à chacun d'entre nous, chacun des acteurs économiques, un peu plus de biens, puisque vous arrivez à produire pour moins d'efforts, d'accord ? Mais vous avez donné en parallèle du temps. C'est-à-dire qu'il y a 2 siècles, on travaillait, je vais dire n'importe quoi, 300 jours par an, et on travaillait 14 heures par jour. Bon, aujourd'hui, on travaille 220 jours par an, on a 6 semaines de congé, on travaille 8 heures par jour, et encore, même pas toute la semaine. Bon. Donc, quelque part, la productivité a donné aux gens dans l'histoire du niveau de vie et du temps. Et les gens ont pris les deux, bon, très bien, jusqu'au jour où ils sont arrivés à un équilibre, en gros, je dirais mi-temps, à peu près, 40 heures par semaine, 40 heures par semaine, 5 semaines de congés payés. Bon, ça m'allait. Tout le monde trouvait ça très bien. Et donc, quand on a dit aux gens, vous allez continuer à avoir un peu de temps et un peu d'argent, il y a des gens qui ont dit, moi, je veux tout l'argent. Et il y en a d'autres qui ont ramassé le temps, sous forme de chômage. Donc, l'analyse de Mme Aubry, même si les patrons ne sont pas d'accord quand elle a fait les 35 heures, elle est vraie. Elle est vraie dans sa construction. C'est-à-dire que, si vous voulez, oui, il faut que peu à peu nous apprenions à ce qu'il y a des limites aux biens que la machine économique est capable de nous faire avaler ou aux besoins que nous voulons satisfaire. Et que quelque part, il faut accepter qu'on aura du temps et pas forcément des biens. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire ça au pas cadencé. Ça c'est sûr, si vous voulez. En tout cas, ça a été une catastrophe, de faire ça un beau matin par un décret, etc. Enfin, il n'y a qu'à prendre l'exemple des infirmières ou tout ce qu'on veut. Enfin, bon, ça a été une catastrophe. Mais
Mais par contre, oui, je pense que notre temps de travail continuera normalement à baisser. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en tant qu'individus capables d'absorber le volume de biens qu'on nous propose. Ça rejoint ton histoire des emails. C'est exactement la même chose. La machine se bloque parce qu'à un moment, vous n'avez plus le temps de consommer. On a déjà tous dans nos maisons 6 appareils dont on ne se sert que de 2. Toutes les dames ont des saucières, tous les messieurs ont des perceuses, enfin des trucs qui ne sortent jamais des placards. Moi j'ai une saucière. Hein. T'as une saucière toi aussi? Et pourtant t'es pas une nana. Non, c'est une saucière. Mais moi j'en ai une aussi. Ok, voilà. Celui Enfin, qui aura vu Christian servir d'une saucière, il a gagné quelque chose. Ouais, d'accord. Et je pense pas que- Donc c'est une gestion. La gestion de la productivité, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est un espèce de rouleau compresseur historique qui est bâti sur notre besoin d'amélioration, de croissance, de développement, de plus, etc., etc. Donc on n'arrêtera pas le train. Comment on le gère? C'est intéressant le tout petit dialogue, un tout petit peu là. Parce que à la fois je partage ce que tu dis et en même temps je suis un peu en contrepoint. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y a de la productivité et donc il y a un problème de répartition de cette de productivité, et notamment la répartition de la question du temps. Oui. Et l'analyse que tu fais sur la nécessité que le temps de travail diminue, j'ai la même. C'est-à-dire qu'il faut On est deux. Et que c'est pas parce qu'on s'est mal pris à un moment donné, en 97, que pour autant, il faut renoncer à la faire. Ah, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réponse, notamment en termes d'emploi, parce que tu as tout à fait raison de dire que certains sont suremployés en termes de temps, mais d'autres sont sous-employés. Donc il y a bien quelque chose qui relève aussi de ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas passer à côté de cette question. Et comme ça s'est mal passé, en gros, dans certains secteurs, ça s'est très bien passé. Mais par exemple, dans les hôpitaux, ça s'est très mal passé, il faut le reconnaître. Eh bien, il y a des retours, comme ça, de balancier. Mais je pense qu'on va y revenir. Et il faut remettre cette question au débat. Et je suis très content que ça vienne de toi et pas de moi. Parce que je pense que c'est un point... Mais j'ai fait du 32-37. J'espère qu'on va y arriver. Donc je pense que c'est très bien. Mais en même temps, ce point, c'est ça qui peut être aussi intéressant, c'est que la réduction du temps de travail peut être cette fois-ci, et là je vais revenir sur les conditions dans lesquelles on fait de la productivité. On peut la boucler avec des questions de la productivité et le développement des activités et de l'emploi. Parce que lorsque l'on réduit le temps de travail, on crée aussi les conditions de développement des services. Or, le développement des services a la particularité par rapport au développement des biens de beaucoup de temps. Pourquoi le tourisme a connu un tel développement après 1936, après 56, après y compris 81 et après 97, pourquoi il y a eu un tel développement des activités de services, et notamment touristiques? Parce que justement les gens ont eu du temps. La spécificité des services, aux ménages en particulier, pour un grand nombre, pas tous, mais un grand nombre, c'est que ça demande un revenu, mais ça demande du temps. En d'autres termes, répartir autrement les gains de productivité tels que tu l'énonces me paraît essentiel pour développer les services. Et en développant les services, développer l'emploi. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais faire un lien entre ce que tu as dit et la question du travail et l'engagement, c'est que ce temps, il peut être aussi à des moments utilisé pour des questions qui relèvent des retours d'expérience, de la professionnalisation, qui vont avoir un effet positif sur la réalité du travail et l'intérêt que l'on a au travail. En d'autres termes, on peut, à travers la réduction, ce que j'appelle c'est un peu jargonneux, veuillez m'excuser, ce que j'appelle la composition organique du temps de travail, c'est-à-dire en diminuant le temps directement productif, mais en augmentant le temps de travail aux échanges d'expériences, à ce que j'ai appelé tout à l'heure les investissements immatériels, à l'innovation, eh bien, on peut ici redonner des moyens à ces investissements et donc à la logique qui va entrer en compatibilité avec la question de l'engagement. Et encore, dernier point, c'est que la question des services n'est pas éloignée de la question industrielle. C'est-à-dire que des entreprises industrielles qui aujourd'hui sont bloquées pour développer plus de produits,
Si elles commencent à réorganiser leur production en essayant d'associer aux produits des services, voire même en basculant et en mettant leurs produits au service des services, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on réenvisage la question industrielle autrement que cette idée fordienne qui en a encore dans toutes les têtes, mais qu'on imagine et qu'on met au point une activité industrielle qui va produire des biens utiles dans les dynamiques de service, alors on va accroître les logiques de service, que j'appelle les logiques servicielles, et créer les emplois à l'intérieur même des entreprises qui, sinon, eh bien, les gains de productivité les baissent. En d'autres termes, on peut revenir dans une logique vertueuse, et cette logique vertueuse, elle va être en phase avec le sujet que vous avez donné à votre association, parce qu'elle est en plein avec la question de l'engagement. Et ça, c'est un point très important. Il faut penser aussi la façon dont on doit sortir de l'industrie industrialisante, si vous voulez, et passer à une industrie au service des services, c'est-à-dire repositionner complètement l'avenir des activités manufacturières, en particulier dans nos pays, parce que, par contre, au Brésil, en Inde, en Chine, c'est normal qu'ils se développent, mais ça redonne ici des sources de développement, et donc d'emplois, et d'emplois intéressants, adossés au dispositif manufacturier qui est le nôtre. Donner un avenir au dispositif manufacturier qui est le nôtre actuellement, c'est pas de rester dans une logique d'industrie. Non, c'est de remettre ces activités manufacturières dans une autre perspective, et notamment la perspective de service. À ce moment-là, l'innovation l'innovation servicielle, va redonner du souffle à ces entreprises et retrouver une compatibilité entre la productivité, le développement personnel et la création d'emplois. Moi, j'ai une théorie, c'est que la prochaine couche, après la mondialisation, ça sera quoi la prochaine couche de productivité? Et je te rejoins complètement, j'ai appelé ça la prestation disponible. Je dis, le prototype de la prestation disponible, c'est Vélib. C'est j'ai un vélo au moment où j'en ai besoin, pour le temps dont j'ai besoin, et je le lâche quand c'est fini. Au fond, quand j'achète un marteau, on a tous un marteau, et les mecs, on en a même 3 souvent. Un petit, un gros, un moyen, etc. On s'en sert 1/100 millionième du temps de possession. Donc en fait, on ferait mieux de louer une trousse à outils le samedi quand on en a besoin, si vous voulez, ou qu'on vous la livre. Bon, donc quelque part, je pense que la couche suivante, et déjà les entreprises bougent de ce point de vue-là, on voit de plus en plus d'entreprises qui arrêtent de vous vendre quelque chose, elles vous vendent un ascenseur et l'entretien de l'ascenseur, enfin, etc. Donc ça se fait, je dirais, la partie dévoyée, c'est ça. On vous vend de l'entretien à tour de bras. Hein, maintenant, vous ne pouvez plus acheter un truc sans que derrière, vous allez chez Darty, ils ne vous vendent plus une casserole. Ils vous vendent la garantie de la casserole pour 7 ans. D'accord? Hein, moi, je suis allé acheter des poêles la dernière fois. Est-ce que vous voulez une garantie de 7 ans? J'ai dit, attends, vous faites pas chier avec votre truc, je l'aurais perdu bien avant. Bon. Et puis en plus, c'est entre 4 et 7 ans, parce qu'on sait qu'avant 4 ans, elle ne pètera pas, et après 7 ans, elle ne pètera plus. Enfin, je sais pas quoi. Il y a des calculs statistiques, des algorithmes, des machins terribles. Donc je pense que ça sera la prestation disponible, tu as raison. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je pense que ça ne compensera pas. Ça ne compensera pas, entre guillemets, le fait qu'au lieu d'être 1 milliard de gens qui bossent et qui bouffent, on va être 15 milliards en train de bosser, parce que imaginez-vous quelle gueule ça va avoir le coucher de soleil au Cap Sounion, près d'Athènes, le soir, quand on sera 400 000. D'accord? Vous avez des phénomènes de généralisation, et là je rejoins un autre truc, une autre pierre là, que tu as jetée dans le jardin, qui était toute l'histoire du fait qu'on devient anti-écologique, ou etc. En fait, c'est assez rigolo. Si vous prenez un produit ou une idée, ou etc., la bagnole, au démarrage, vous faites une bagnole, c'est un truc de dingue, tout le monde a la trouille, on a le droit de marcher qu'à 10 à l'heure. Moi, mon grand-père avait le permis de conduire numéro 10 en France. On avançait sur la route avec un gars qui marchait avec un drapeau rouge, en fait, etc., etc. Donc, des cinglés, des fous, danger total. Bon. Ensuite, on passe par Ford, machin, 36 et tout. C'est la libération générale. Et puis, un beau matin, la libération générale devient généralisation. Et quand elle devient généralisation, elle devient pollution.
Et embouteillage. Et embouteillage, et la merde, et on vous interdit, et machin, etc. Le vélo, moi je suis vachement content, je fais du vélo dans Paris, j'ai un Vélib, machin, etc. Mais à Amsterdam, ils ne savent pas où les mettre, les vélos. Il y a 25 000 vélos à la gare d'Amsterdam, tous les matins. Bon, comment voulez-vous retrouver un vélo dans 25 000 vélos? Vous faites comment? Hein? Donc, si vous voulez, donc vous avez des phénomènes. Donc, je pense que quelque part, il faudra... Par exemple, moi, la conclusion ultime que j'ai, c'est qu'il faut apprendre à nos enfants à choisir. Il faut arrêter de dire « vous pouvez tout faire ». Il faut choisir. J'ai envie de faire quoi? Le monde, si vous voulez, la connaissance, les potentiels que nous avons à disposition, ils avançaient tout doucement sur une droite, et puis après ça, il y a eu 2 vecteurs, et puis 5, et puis maintenant, c'est une espèce de sphère qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. On ne peut pas tout faire. Voilà. Donc je pense qu'il faut que nous apprenions à choisir. Voilà. Et à avoir du temps libre pour faire autre chose. On va choisir quelques questions alors. Qui veut? Jean-Marie Bergère. 2 questions. Je crois qu'on pourrait tous se mettre d'accord sur le fait que ça serait bien que le mouvement que vous évoquiez, qui allie performance, compétences et rentabilité de l'entreprise et qualité de vie au travail, tout ça c'est très bien. En même temps, on est forcé de constater aussi que c'est pas encore ça qui se généralise. Et qu'au minimum, il y a des adversaires sur cette route, voire des malédictions qui sembleraient empêcher que toute cette chose-là se déroule. Alors, il y en a au moins un qui a été cité, et c'est là-dessus que je vais poser une question, et puis un autre que je voudrais évoquer. Dans l'idée, encore une fois, c'est bien de connaître ses adversaires si on veut développer le mouvement. Le premier qui a été cité, c'est la financiarisation, qui ne voit que la rentabilité, qui développe des logiques gestionnaires qui nous empêchent de voir le travail réel. Ok, comment on échappe à cette malédiction? C'est ça la question. Alors, j'ai entendu, chez Blédina, on fait 10% de résultats, et du coup, les financiers, ils nous fichent la paix. Il n'est pas sûr que ça puisse se généraliser, que ça soit un modèle généralisable à toutes les entreprises. Un autre, on évoque souvent aussi la composition du capital. Je ne sais pas bien où on en est chez Danone aujourd'hui, mais pendant très longtemps, alors sûrement que le capital est très éclaté. C'est très éclaté. En même temps, il y a un noyau stable. Oui. Voilà. Et on différencie quand même des entreprises à noyau patrimonial par rapport à des entreprises qui seraient dans des fonds de pension, pour dire de manière caricaturale. Est-ce que c'est un enjeu de maîtriser, d'avoir des capitaux dans un fonds national, ou je ne sais pas, enfin il y a des diverses hypothèses. Quand j'entends Christian, mais il ne sera peut-être pas d'accord avec cette interprétation, il compte plus sur sa capacité de conviction qui est grande pour entraîner un mouvement expliquant aux entreprises qu'elles vont faire des performances encore meilleures si elles ont une attitude beaucoup plus centrée sur le service que sur une vision à court terme est liée à des indicateurs de rentabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie simplement et que donc on va tous se faire des militants d'une cause et qu'on finira par gagner? Peut-être il y a d'autres choses qui m'échappent. Ma première question, c'est comment on échappe à certains disaient que la finance était leur adversaire. Il me semble que j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Comment on échappe à ça pour qu'il n'y ait pas de retour? Je pose tout de suite ma deuxième question très rapide. Il y a autre chose qu'on a peu évoqué, c'est que le travail se fait aussi via des outils. On a évoqué la prescription et dit à juste titre, ce que je partage complètement, que le vrai travail, celui dans lequel on progresse, on avance, on peut se constituer en tant que personne petit à petit, il se fait entre l'écart, parce que on gère bien l'écart entre la prescription et le travail réel. Les outils aujourd'hui qui médiatisent quasiment toujours notre travail, que ces outils transportent de l'information, qu'ils transportent des reportings, ou qu'ils soient des outils matériels, je sais pas quoi, la saucière, il y a une contrainte qui est liée aux outils de gestion. Et du coup, dans certains cas, on a dit qu'un des obstacles, c'était la non-reconnaissance de ce travail réel. Mais un autre obstacle, il est qu'on développe de plus en plus des outils qui comportent leurs propres contraintes. Les logiciels de CRM ou de tous les autres, de SI, RH, etc., sont des outils extrêmement contraignants.
Est-ce qu'il faut échapper à ces outils, c'est-à-dire les combattre? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que, malgré tout, on arrive quand même à développer encore un écart, mais qui risque de se réduire? Donc la question à un moment, c'est pas simplement la reconnaissance qu'on fait ce travail-là, c'est qu'il faut qu'il reste possible. Parce qu'effectivement, si on est simplement au service d'un outil de gestion, la motivation, enfin en tout cas la mienne, serait extrêmement faible, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est possible d'échapper à ça? Le premier, c'est que vous échapperez pas. Bon, si vous avez demain 100 € et que vous décidez pas de les bouffer tout de suite, et vous décidez de les mettre au chaud, vous allez chercher le placement qui a le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, rendement-sécurité, en gros. Meilleur taux d'intérêt avec sécurité, éventuellement disponibilité. Donc, si vous voulez, un financier, c'est aussi con que ça. Ça cherche le meilleur rendement, la meilleure fluidité, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, je pense qu'on n'échappera pas à la financiarisation. Le problème, c'est comment on atteint cet objectif. Moi, la théorie que j'ai développée à l'intérieur de Danone à l'époque, notamment avec Blédina, mais après ça, j'ai continué, c'est que c'est financièrement plus intéressant de développer des business que d'améliorer la performance ponctuelle à l'instant T. Passer la rentabilité d'une société de 10% à 11%, ce qui en général se traduit par des licenciements, enfin bon, c'est très raccourci. Enfin, si vous voulez, si vous ne changez rien à la société et que vous voulez gagner plus de fric, il faut améliorer les facteurs de production, donc dedans le nombre de gens. Si vous dites je vais le faire par de la croissance, vous avez une équation qui est beaucoup plus vertueuse et qui est beaucoup plus efficace. Je vous prends un exemple tout bête. Blédina a 3 milliards de francs de chiffre d'affaires à l'époque. Quand je crachais 10% après impôt, ça faisait 300 millions. Et quand je faisais 10% de croissance, je faisais 300 millions de croissance de chiffre d'affaires, lequel était négociable sur le marché pour 600 millions, puisque ça se vendait en gros 2 fois le chiffre d'affaires. Donc je rapportais en création de valeur à Danone les 300 millions de bénéfices, net après impôt, plus 600 millions à revendre, 900 millions. Si je passe le taux de rentabilité de 15 à 16, je passe de 300 à 315 millions. Basta, il n'y a pas photo. Mais c'est plus compliqué. Vous inventez un nouveau paramètre pour les gens qui est, il va falloir essayer de trouver des idées, des prestations, qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire que ma société va croître. Et au passage, vous servez les salariés, puisque vous allez embaucher des gens, etc., etc. Bon. Donc, quelque part, je pense que le fait que la société se financiarise, bon, on n'y peut rien. Le problème, c'est comment on y répond. Les outils, le logiciel. Alors, l'utilisation des outils. Alors, je vais vous raconter une histoire très marrante que j'ai vécue chez Danone très, très bien, parce qu'à la fin de ma carrière, j'étais patron des opérations eau pour le monde. Alors, entre autres, on m'avait balancé la responsabilité de l'informatique générale, enfin je sais pas quoi. Un beau jour, Danone a décidé d'installer un EPR, là, enfin les énormes programmes informatiques dans lesquels... bon, alors... Un ERP, excusez-moi. C'est parfait. Un ERP. Bon, alors... Ça me rassure que je ne sois pas le seul à... Danone, c'est the fastest moving company. Donc nous, on a démarré, tout le monde disait on va faire ça en 3 ans. Nous, au bout d'un an, pof, on avait démarré tellement vite qu'on était planté, quoi. Bon, alors comment on fait, etc., etc. Et on s'est aperçu que quelque part, au fond, le nœud du problème, c'est que l'ERP, il veut une définition de chaque truc. D'accord? Il n'accepte pas les interprétations. Lui, il est con comme un balai. Donc, les informaticiens bloquaient sur 110 questions. D'accord? C'est quoi le chiffre d'affaires facturé? Est-ce que le chiffre d'affaires facturé, c'est celui de Blédina, qui, pour des raisons historiques intelligentes, travaille en préfacturation? C'est-à-dire que quand il reçoit la commande, il la traite. Et quand il la traite, il émet simultanément le bon de commande et la facture. D'accord? Et ces stocks sont suffisamment solides pour qu'il sache qu'il livrera dans les délais, machin, etc. Quand le client gueule, on lui dit, écoutez, monsieur, on vous a donné 2 jours de délai de paiement, donc ne nous emmerdez pas, la facture est bonne. OK? Donc il est en préfacturation. Et puis vous avez de l'autre côté Gervais Danone qui, lui, attend. Il vient d'un système de vente à la Chine, donc vente à la Chine, au cul du camion, on sait ce qu'on livre, donc on ramasse la facture, on la remonte et on la facture. Donc vous avez 3 à 4 jours d'écart de facturation entre Gervais Danone et Blédina. OK? Donc, si vous ne vous foutez pas d'accord,
vous ajoutez là-dessus les Indonésiens, les biscuits, enfin tout ce que vous voulez, vous avez un chiffre d'affaires facturé de Danone qui ne veut rien dire. Il additionne que des pâtes, hein, des spaghettis, des farfadelles, et tout ce que vous voulez, mais pour finir, rien n'est pareil. Donc on a créé une commission hyper spéciale qu'on a appelée la création des Danone Operating Models. En anglais, bien sûr, c'était mieux. En fait, c'était international. Hein. On a fait des groupes, les achats, les vendeurs, les machins, etc. On a foutu tous les spécialistes entre eux. Et ils se sont mis d'accord pour faire une fiche. La définition de ce truc-là pour l'informatique et pour l'éternité chez Danone jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. Point à la ligne. Vous avez droit à 1, 21, 29,7. OK ? Vous avez 4 vieux cons du genre de Bux qui disent ça c'est compatible ou pas compatible. Et quand je suis arrivé devant les membres du COMEX de Danone qui ont dit bon bah on va réfléchir, j'ai dit vous réfléchissez rien du tout. Vous avez posé une question, on vous a apporté une réponse, vous nous faites pas chier, on l'applique. Point terminé. Et puis c'est tout. Et on a démerdé notre RP. Mais sinon, impossible, quoi. Le summum a été, pour la petite histoire, comment arriver à définir le tableau de bord d'un directeur général. On a rendu 3 personnes folles. Voilà. C'est une petite réponse quand même sur la question de la financiarisation, parce que l'obstacle que tu lèves avec la question de la financiarisation, c'est un véritable obstacle. Je ne crois pas trop au fait que c'est simplement par pédagogie, même très... Quand on est très bon pédagogue. Même quand on est très bon pédagogue. Eh bien, je ne crois pas trop à la pédagogie pour résoudre ce problème-là. Bon. Quoique, on ne sait jamais. Mais quand même pas trop. Non, c'est un problème institutionnel. Bon, alors, comment prendre la question d'une manière institutionnelle ? Les logiques actuelles de développement d'un certain nombre de grands groupes sont de plus en plus territorialisées. Les conditions dans lesquelles ils offrent des solutions produits-services ont des pertinences qui vont être et qui sont de plus en plus territorialisées. La Lyonnaise des Eaux, prenons ça comme exemple, eh bien, la Lyonnaise des Eaux, pour se développer et pour faire des affaires, est amenée à engager des relations avec les territoires. Et donc, à travers ces liens particuliers avec des institutions qui sont des institutions territoriales plus locales que le national ou que l'européen, sont obligés de trouver de nouvelles formes de coopération. Et il y a là, ici, un système de gouvernance qui est en train d'évoluer dans la mesure où l'accès à certains marchés, c'est-à-dire certaines activités, peuvent être mises en sous-condition d'une relativisation de la question de la rentabilité. En d'autres termes, la question de savoir comment faire en sorte que le fait que le principe aujourd'hui dominant soit le principe financier, faire en sorte que ce principe-là, ces cartes, soient mises à distance, eh bien, peut passer par des logiques d'intervention d'institutions, mais je ne crois pas du tout à l'institution européenne, ni même à l'institution nationale, d'où ta plaisanterie sur ce qui en sait, c'est-à-dire notre président actuel, qui a été bien incapable de mettre en œuvre son souhait, qui était de contrer en quoi que ce soit la finance. Pas parce que c'est un mauvais bougre, parce que c'est impossible. Et donc, on se retrouve dans une situation où c'est pas au niveau national, ce n'est pas au niveau européen que cette question peut trouver de nouvelles formes de régulation, mais je pense dans des logiques territorialisées, régions, communautés d'agglomération. Alors, on le voit dans des enjeux où se joue la question de l'eau, où se joue la question de la mobilité, où se joue la question de la santé. Si la question de la santé, les territoires reprennent un peu de pouvoir sur la question de la santé territoriale, c'est pas possible que les industries pharmaceutiques continuent à assurer le niveau de rentabilité actuel. On peut très bien revenir à ce que j'appelle la rentabilité raisonnable. La rentabilité raisonnable, c'est-à-dire ce que tu dis, c'est-à-dire des gens qui épargnent ou qui mettent de l'argent de côté, ben, il faut qu'ils aient quelque chose, mais pas forcément le maximum. Quelque chose qui garantisse qu'après, cette épargne, ils vont pouvoir la réutiliser dans des conditions raisonnables. Mais en même temps, ce n'est pas forcément la recherche à chaque fois du maximum. Bon. Le deuxième point très important de la question de la financiarisation, c'est un problème ici de la place des financiers dans les entreprises elles-mêmes. Parce que si tu veux, il y a des contradictions au sein du management. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les entreprises sont monolithiques et que la place des financiers ne soit pas contestée par d'autres. Parce qu'à l'intérieur des entreprises, il y a des contradictions, en particulier managériales. Alors, moi, je crois à l'importance... Donc, ça revient à une des questions sur le management. Je crois à l'importance de traiter les questions managériales
On dit souvent à Thémis, manager, c'est travailler, c'est-à-dire les managers sont confrontés eux-mêmes aux questions du travail, au sens du travail, à la qualité de leur travail. Et la question de la finance fait perdre ce sens, la financiarisation d'entreprise fait perdre ce sens, fait perdre. Or, si là, c'est un groupe, on va dire un groupe, une communauté particulière, s'organise un peu autrement, se décale par rapport à la finance, c'est plus compliqué de continuer à avoir sur le plan des entreprises, cette fois-ci, un maintien aussi important de la domination financière. Ça demande que se constituent sur un plan institutionnel ce qu'on appelle, nous, des communautés de pensée et d'action, c'est-à-dire des logiques inter-entreprises dans lesquelles les managers discutent de leurs problèmes, discutent du problème de la domination du critère financier pour arriver à trouver des formes de mise à distance de ce critère comme l'unique critère du regard sur la performance. Mais ça, c'est un débat qui renvoie à la capacité des cadres, c'est-à-dire des managers, à revenir sur la question de leur travail, s'organiser de manière intersectorielle, inter-entreprise, pour reprendre aussi cette question en main. Là, je suis plus, comment dirais-je, plus optimiste, parce que je constate, y compris la constitution de votre association, je constate qu'il y a des évolutions non négligeables de la question du rapport des managers au travail, du sens de leur travail, et derrière, du rapport qu'a leur travail à la question de la dimension financière. Dans les questions institutionnelles, quand je disais instituer des dispositifs d'évaluation, instituer des dispositifs de professionnalisation, c'est aussi des dimensions institutionnelles. Quand on regarde la réaction du droit, c'est de la jurisprudence aujourd'hui vis-à-vis du suicide, c'est très intéressant, parce que le droit évolue en fonction du suicide. Il y a un certain nombre de décisions de la Cour de cassation par rapport à la question de la responsabilité de l'entreprise sur le suicide qui n'est pas rien. Alors, c'est encore peu connu, c'est des démarrages, mais il y a effectivement une évolution du droit dans son rapport à la question de la subjectivité et du travail, et aux questions de la qualité de vie au travail, notamment à travers les effets les plus néfastes, quand elle n'est pas là, quand elle n'est pas au rendez-vous. Il faut l'intégrer. Mais tu as tout à fait raison, il faut l'intégrer, donc tu as une remarque qui est très contributive, je t'en remercie, parce que je la partage complètement. Bon, en même temps, voilà, c'est une réflexion collective aussi, mais je suis tout à fait d'accord sur la nécessité d'intégrer la question du droit et la question juridique, c'est-à-dire la dimension institutionnelle qu'est le droit. Mais il y a d'autres dimensions institutionnelles sur lesquelles on est intervenu, qui ne sont pas non plus des dispositifs mineurs, et là, les logiques régionales, je dirais, les logiques territoriales, nous donnent un levier beaucoup plus... Parce que la difficulté de l'institution, c'est que très vite, on part dans une représentation où, en fait, on est dessaisi. C'est-à-dire, ça casse la capacité d'action. Parce que quand on est dans une représentation où ce que l'on cherche à faire évoluer, c'est les institutions au niveau national, au niveau européen, on est complètement désarmé. Qui, aujourd'hui, parmi nous, est en capacité de peser sur ces choses-là? Quasiment personne. En d'autres termes, quand on revient sur des niveaux, au moins dans les phases émergentes, qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui, quand on revient à des niveaux, par exemple, plus régionaux, on est dans des situations où la capacité d'action, au sens fort du terme, eh bien, peut être retrouvée. Donc il y a des niveaux sur les questions institutionnelles qui renvoient à la capacité d'agir ou d'action, qui ne sont pas les mêmes. Et il me semble en tout cas qu'au regard des enjeux que nous avons abordés ensemble aujourd'hui, le niveau régional, c'est-à-dire territorial, infranational, est le niveau le plus pertinent et le plus moteur. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas et qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Merci à nos orateurs, merci aux questionnaires.